la dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière, en direct, en public, vous l'entendez, au Théâtre Européen à Paris. La dernière qui est l'avant-dernière de la saison. C'est incroyable, nous sommes le dimanche 22 juin 2025 et c'est le 22 juin 1940 que l'armistice a été signé entre la France de Vichy et le Troisième Reich. Un bien beau moment de paix et de fraternité, salué cette semaine par une petite rafle organisée par Bruno Retailleau dans les rues de Paris. Non, ce n'est pas l'esprit de l'émission, je pense. C'est pas l'esprit de l'émission. Non, si vous n'aimez pas les traditions, n'en dégoûtez pas les autres. Le 22 juin, c'est également la journée du don d'organes. Une pensée pour Elisabeth Lévy, à qui on a greffé un nouveau foie. Malheureusement, c'est celui de Serge Gainsbourg. Le 22 juin, c'est également l'anniversaire de Cyndi Lauper. Et je crois avoir reconnu celle qui a pris le contrôle de la programmation musicale. Juliette Arnaud est avec nous. Et bonsoir à toutes et à tous. Ça va, Juju? Ça va très bien, Guillaume. Ça va chaudement. Également avec nous, celui qui attend avec impatience l'anniversaire de Damien XVI, son sosie, celui qu'on appelle Damien 1664, Aymeric Lomprey. Bonjour. Bonjour Aymeric. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Comme un lendemain de fête de musique, quoi. Comme un lendemain de soirée tout court. Comme un lendemain. Très bien. Et celui qui connaît le répertoire de Michel Sardou sur le bout des doigts. C'est vrai. C'est pour vous dire s'il a les mains dégueulasses. Pierre-Emmanuel Barré est avec nous. Tout va bien? Tout va bien. Vous êtes en forme? Super, génial, on peut y aller. Nous rejoindrons pendant l'émission Mamary, Yann Guillard, mais Mathilde Larère, qu'on peut applaudir bien fort. Merci à tout le monde. C'est donc parti pour cette nouvelle émission. On est chaud comme le climat, tant qu'on n'aura pas vaincu le capitalisme. C'est la revue de presse. Oui, c'est moi qui commence. Allons-y. Et j'ai une info. Mais non, incroyable. Guillaume Meurice sort bientôt une nouvelle BD. Mais non, incroyable. Oui, mais enfin, mais ça faisait quoi, Guillaume? 8-9 heures que t'avais pas sorti un bouquin? Ton éditeur devait commencer à peine à se remettre de son burn-out. Hein, vous savez que si on met bout à bout toutes les pages des livres de Guillaume et qu'on les lit, on peut faire 3 fois le tour de la Terre en se faisant chier. Putain, mais il n'y a même pas de blague, quoi. C'est méchant, il n'y a pas de blague, on dirait du Sophia Aram. France Inter style, mon pote. Aymeric. Je vais remonter le niveau. Oui. J'ai une info. Alors. Cette semaine, France 2 a diffusé un super reportage. Sommes-nous racistes en France? Alors. Bah oui. On se Merci doutait. France 2, auteur de l'investigation. Prochaine émission, la Terre est-elle ronde? Les riches pensent-ils qu'à leur gueule? Guillaume est-il un fan de mode? Non. Moi j'ai une information. Non, mais on s'en fout. Au sujet des attaques de l'armée israélienne en Iran, Caroline Forrest a déclaré... Non, on s'en fout. Ouais, je me doutais. En revanche, Raphaël Enthoven a réagi... Non, on s'en fout. Hein alors, Emmanuel Macron a déclaré... Non, attendez. Non, parce que c'est une déclaration officielle du chef de l'État, donc c'est important. Donc, au sujet des frappes israéliennes en Iran, Emmanuel Macron a déclaré... Wow. Dis donc. C'est... Avec les missiles et tout, là. Fin de citation. Moi j'ai une info. Alors combien de temps faut-il pour rentabiliser ces panneaux solaires? Alors. Bah je sais pas. Ah. Je crois que j'ai cliqué sur une pub en fait. C'était une pub. C'était une pub et après c'était pas un après mon adblock il s'est activé. Ah oui. Ah ouais. Il y a mon adblock qui s'est activé. Et t'as pas pu relancer une recherche T'as rafraîchi la page ou pas? J'ai c'est avec les chaleurs en plus, vaut mieux ça aurait rafraîchir été les bien. pages. Ça aurait été une bonne Sinon, idée. tu peux aussi ouvrir une nouvelle fenêtre. Pour rafraîchir. Non, C'est pour pas trop aérer, chaud, ouais. ouais. Parce que moi, j'ai eu le même problème avec Et le donc adblock. Ouais, allez, non, Ouais, ça- voilà, ça- allez, non, ouais. voilà, Et je du vais coup, vous je faire sais taire, pas. je vais vous faire taire avec le seul mot qui fasse taire les hommes, menstruation. Waouh. Allez, Violence. on va aller avec une info, mais sérieusement, mais qu'est-ce qu'on en a à cirer? La revue scientifique Nature s'indigne du manque de financement dans la recherche sur l'arrêt définitif des menstruations, à savoir la ménopause. Mais sérieusement, mais Qu'est-ce qu'on a à cirer? Non mais c'est vrai quoi, Nature, mais ça concerne qui ce sujet? Quoi, potentiellement la moitié de l'humanité? Non mais vraiment, mais c'est chiant. Venez plutôt, on fait de la recherche sur un nouveau Viagra qui en plus allonge les pénis. Ça va, Aymeric? Bah ça va, mais c'est pas le texte quoi.
Parce que normalement, alors je vous le fais. Hein. C'est réglé au millimètre. Normalement, elle doit dire qui allonge les phallus. Ah oui. Eh oui. Eh oui. Alors, oh là là, on est en direct. Les aléas du direct. Mais ça. c'est- N'allez pas sur France Inter, restez. Oui, c'est vrai que ça marche moins. Bah oui, ça marche pas, parce oui. qu'après, moi je disais, ah oui, je parle pas latin. Ouais, du coup, avec phallus. Bah oui. Bon, allez, on enchaîne. On enchaîne. Moi, Elle je... doit avoir ses Pénis, c'est règles. on est sur une vengeance. C'était un réflexe. Et il y a eu un jet de liquide. C'est en train de tourner. Ah, non, oui. Ouais. Pardon. Ouais, ben, je suis obligé de décrire ce qui se passe. J'ai dit liquide. Pardon. Alors, attendez, j'ai une info. Ah bon mais non. Mais comment on va pouvoir continuer à vivre? Léa Salamé quitte la matinale de France Inter. Oh mais non. Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer? Calmez-vous. Elle présentera à la rentrée le journal de 20h de France 2. Donc, bientôt le retour de la meilleure intervieweuse de France. Jordan Bardella. Si vous étiez un fruit à coque, une voiture de sport et une marque de serviettes hygiéniques, vous seriez qui? Guillaume, attends, parce que je voudrais rebondir, s'il te Rebondissez. plaît. Ça veut dire relancer sur le même sujet, Émeric. C'est pas genre spring, comme ça. J'ai une info. Ah, Léa Salamé a dit qu'elle mettrait le 20h en pause si Raphaël Glucksmann était candidat. Ah. Oui, mais alors ne vous réjouissez pas trop vite. Hein, ça veut dire que c'est soit Salamé au 20h, soit Glucksmann candidat. C'est le pire tu préfères au monde. Quoi. En vrai, si j'ai le choix entre Salamé, Glucksmann et lire tous les livres de Guillaume, je choisis de boire le pipi d'Émeric. C'était juste pour dire pipi d'Émeric. Les phallus. Juliette. Écoute, c'est bien foutu, j'ai une info, mais retournez voir vos soignants, tous là. Le conseil municipal de Corbeil-Essonnes du 18 juin a failli finir en pugilat quand un conseiller municipal a dû être retenu par le service de sécurité. Mais retournez voir vos soignants, là. Oh là 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 là. Quoi? J'ai pas compris pugilat. Après, je parle pas italien, donc. Tu ralentis le groupe, Émeric. Après, c'est Pugila. C'était Pugila. Non, non, qu'est-ce non. qu'on avait dit sur les accents, Émeric? Pas d'accent. Voilà. Celui de Après, je sais Corbeil-Essonnes. faire de celui de Corbeil. Ça, Ouais, mais, non, allez, Émeric, ouais. concentre-toi parce que là, Ben, ce qui c'est vrai que arrive, c'est compliqué quand c'est on- oui, mais là c'est un moment qui est très très attendu. On arrête l'émission? Non, Ah non. c'est le deuxième moment le plus attendu du coup. C'est les importantes. Les Ah gens oui. sont là avec leur poste de radio. Oh là là là. Mais non. Mais oui. Ok. Donc là c'est maintenant. Oui. Allez Émeric, Merci Guillaume. je t'en prie. Je recommence. Non, c'est super. Là pour l'instant. J'avais pas trop commencé, donc ouais, ça va. Mais pour l'instant c'est un sans faute. Merci Guillaume. Parfait. Et merci. Et quand je dis merci, c'est sincère. Super. Pas comme quand je suis sincère et je dis mais oui, ils sont super les gâteaux de ta meuf Pierre. Mais gratuit. Ou encore oui Juliette, je l'ai lu ce livre. Il est top, même s'il est un peu anxiogène. Là, c'est vraiment un merci qui vient des tripes, Guillaume. Comme quand un enfant dit merci à sa maman, ou un chien à son adopteur, ou encore un mendiant à son donateur, ou encore une association à un milliardaire qui voudrait défiscaliser. On y va Ou Émeric On y va en lune de miel. Non, les importantes. Ouais. Allez. Pardon, je vous dis merci, mais avec la maladresse qui me caractérise. Comme cette nuit où j'avais crié sous tes fenêtres « Guillaume, je t'aime, je t'aime, je t'aime !» Et tu avais trouvé ça maladroit. Un petit peu. La semaine dernière, je faisais la chronique nécrologique. Et tu m'as dit, Guillaume, de continuer dans ma tête. Mais après, j'ai réécouté l'émission en podcast, et en fait, on n'entend pas. Et de ce fait, les informations ne vont pas au client, Oui. au l'auditeur. Auditeur. Du coup, je vais continuer ma chronique et finir ma chronique de la semaine dernière, mais à voix haute, afin que chacun puisse en profiter à sa juste valeur. Super. On avait donc fait les morts dans Lyon sur le mois de mai. Nous partons maintenant dans la deuxième région où le taux de mortalité est le plus fort en France, la région Hauts-de-France. En effet, entre l'alcoolisme, les cirrhoses et les accidents liés à l'alcool, le taux de mortalité est le deuxième plus élevé en France. Plus d'un habitant sur deux meurt au cours de l'année. Ah, c'est beaucoup, hein. Bah, c'est des vrais chiffres, c'est Émeric. C'est des vrais chiffres, hein. Bah oui. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup, là, quand je relis. C'est pour ça que c'est important. Rien d'en qu'au parler. mois de mai, il y a eu plus de 50 000 décès. C'est énorme. Ouais, c'est énorme, là. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, mais mais bon, c'est les chiffres. C'est les chiffres. Hein. Il est tard. Afin de ne pas faire trop long, je vais diviser les morts en groupes. Alcool fort, alcool licence 3 et mort de vieillesse.
Mort de vieillesse, 1232 ce mois-ci. Âge moyen, 32 ans. La vieillesse, cette faucheuse qui touche différemment là-haut. Alors, je ne peux pas tous les citer, mais parmi elles, il y a eu Didier Lecoude, Michel Lavalse, Sylvie Duchampagne, René Briac, Héloïse, il y en a 1230, hein, Héloïse Dounia, Sylvain Quesson, Antoine Duruisseau, ETC, etc. Ah bah tu vois, ça c'est du latin ça. Ah ouais. Bravo, on peut applaudir Émeric. Ça y est, il parle latin. Merci Émeric. J'ai pas fini. Merci, c'était super. C'était génial, on a une pensée pour tous ces morts qui ont bien de la chance car ils n'entendront pas ce qui suit. Ce qui suit, c'est la pub. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré. Il est 18h17. C'est le moment d'accueillir notre invitée du jour. Elle est romancière, elle est écrivaine, elle est autrice. C'est la femme la plus lue de France. On parle de plusieurs millions d'exemplaires vendus dans le monde. Virginie Grimaldi est avec nous. Merci Virginie d'être avec nous. Merci, je suis très contente. Et nous donc, on va parler du monde de l'édition, on va parler du monde de la littérature, de ce qu'il y a de snobisme, de ce qu'il y a de plein de choses, d'actualité aussi. Mais d'abord, je t'ai présenté en disant romancière, et je crois savoir que t'aimes pas ce mot romancière. Je l'ai lu, tu l'as dit. Peut-être c'était il y a longtemps, et maintenant tu t'en fous. J'ai basé vraiment les 2 heures d'émission là-dessus, donc si tu pouvais quand même... Tu sais, en prenant des vieilles interviews que tu as faites il y a 10 ans. Non, j'ai eu du mal à dire que j'étais romancière. Mais aujourd'hui, ça va. J'aime bien ce mot. Et alors, du coup, ça... mais justement, à quel moment tu t'es dit, bah merde, je suis romancière? Peut-être t'as pas été grossière comme ça. C'est mais... assez récent. Je disais, j'écris des livres. Mais pendant pourquoi, longtemps. alors, mais je sais pas, blocage? j'assumais pas. Mais parce que dans ta tête, c'était trop grand pour mais moi. c'était qui romancière? C'était les gens qu'on voyait à la télé et qui habitaient à Paris. Donc on peut parler d'un petit complexe d'infériorité. Oui, et d'un syndrome d'imposteur, oui, bien sûr. Et ça, tu l'as perdu? Comment tu l'as perdu? Non, je l'ai pas perdu. Ah, tu l'as pas perdu. Mais quand Il même. est toujours derrière moi. C'est vrai. C'est une image, c'est une image. Oui, c'est une image, Émeric. Ouais. Non, il est là. Ouais. Ah oui, mais là, ça va être long, hein, parce qu'elle est vraiment 18h20, donc si on commence comme ça... Et on a envie de revenir à la base de Virginie Grimaldi. Comment tu as eu envie de raconter des histoires? Depuis toute petite. Dès que j'ai su lire, j'ai eu envie d'utiliser ce pouvoir-là qu'avaient les mots pour emporter les autres et pour m'évader aussi. C'était comme quand je lis, en fait. Je lis et j'écris pour la même raison. Pour m'extraire un petit peu de la réalité. J'ai trop envie que ça parte un peu en psy, là, mais... parce que t'as envie... L'actualité te fait peur, le réel est anxiogène, etc. Non, absolument pas. Je trouve que vraiment, on vit dans une époque absolument formidable. Non, il n'y a pas de raison. Mais c'est intéressant que même enfant, t'aies eu ce besoin-là, quoi. Oui, je pense que je m'ennuyais et je trouvais tout assez sérieux. Et j'avais une imagination beaucoup plus amusante que la réalité. Ok, et donc tu as des 9-10 ans, tu avais des petits cahiers? À 8 ans, j'ai écrit mon premier roman, mais c'était sur un cahier de brouillon, et ça racontait l'histoire d'un soleil qui se couchait. Mais c'est très beau. Ouais, magnifique. Mais c'est magnifique, mais oui. Et tu viens d'un milieu plutôt populaire, on peut dire? Oui. Quel cadre socio-professionnel, on va dire, sans révéler... Mon père travaillait à la chaîne, à l'usine, et ma mère était fonctionnaire dans le secrétariat. Donc quand tu t'es mis à écrire, est-ce que pour toi c'était lointain, le monde de l'édition? Est-ce que tu C'était inaccessible. C'était inaccessible. Non. Autour de moi, il y a mes grands-parents écrivaient, mais pour eux, ma mère écrivait pour elle. C'était complètement inaccessible. Mais sous quelle forme? Ils tenaient des journaux? Ouais. Et c'est mon grand-père, par exemple. Alors ma mère, elle écrivait des poèmes sur les vinyles de mon père. Elle lui écrivait de longs poèmes. Sur les vinyles? Sur les pochettes des vinyles. Sur les pochettes, d'accord. Ah oui, ne le faites pas chez vous, sinon c'est inécoutable après. Sur les pochettes des vinyles. Ma grand-mère, elle avait des carnets de poèmes dans lesquels elle mettait tout ce qui l'a touché, tout ce qui l'a révolté. Et je me rends compte qu'on a les mêmes obsessions. Elle avait cette obsession du temps qui passe et elle écrivait beaucoup sur ça. Et très récemment, après le décès de mon grand-père, en vidant son bureau, j'ai découvert que lui aussi écrivait beaucoup plus qu'il ne me l'avait dit. Je savais qu'il s'était
s'était essayé à l'écriture, mais j'ai trouvé des livres reliés, des poésies, et il en avait envoyé à des maisons d'édition, dont celle dans laquelle je suis aujourd'hui, et il avait conservé les lettres de refus, et il avait écrit à côté la raison du refus. Enfin, c'était vraiment, c'était hyper émouvant de trouver ça. Donc, je baigne quand même dans cet amour des mots depuis toujours. Ah, ben du coup, est-ce qu'il y a cette idée, un peu comme Annie Ernaux, de venger ta classe et de venger ta race? Non, je le ressens pas comme ça. En tout cas, sans parler de vengeance, j'ai envie de parler des gens que je connais, et c'est ce que je fais dans mes livres. Je parle, et c'est pour ça qu'on me parle souvent du milieu dont je viens, c'est parce que je parle d'eux dans les livres, parce que ce sont eux que je connais. Et c'est peut-être pour ça que tes livres touchent autant de gens aussi. Mais peut-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent dans toutes les classes. Oui. T'as eu une autre vie professionnelle avant oui. J'ai eu plusieurs vies professionnelles. Tu peux nous dire combien de temps ça a duré? Est-ce que tu as exercé comme profession? Oh là, j'ai travaillé dans un fast-food, j'ai distribué des prospectus. Tout ça, c'était plutôt pendant mes études. J'ai castré les maïs. J'ai castré les maïs. Étonnant qu'Émeric ne réagisse pas, mais en fait, vraiment 300 personnes qui attendaient la réponse. Non, mais... Ouais. Et tout à l'heure, il n'a pas compris cahier de brouillon depuis tout à l'heure. Cahier de brouillon. C'est quoi castrer les... Enfin, moi je sais, Voilà, mais pour les... Voilà. Comment on castre un maïs? On prend les couilles du maïs. Voilà, c'est ça qu'on attendait en fait. On prend les couilles et on appuie très fort. Et un maïs, c'est... Et c'est comme ça que naît ton féminisme. Exactement. Bien sûr. Ouais. En castrant des maïs. Ça m'a plu, je me suis découvert une vocation. Donc tu viens... Non mais c'est intéressant quand même, parce que tu viens vraiment du réel, parce que la littérature française aujourd'hui, ça passe encore pour quelque chose de très bourgeois, très Saint-Germain-des-Prés. C'est moins le cas. Ça existe toujours. C'est encore... Il y a certains milieux qui sont encore inaccessibles. Il faut avoir la carte, il faut venir du bon milieu. C'est quelque chose que j'ai pu ressentir parfois, mais c'est pas aussi répandu que ce que je pensais. J'ai eu très peur en arrivant la première fois. Cliché que ce que... C'est moins cliché, oui. En tout cas, il y a des belles personnes qui existent aussi dans ce milieu-là. On peut faire de belles rencontres. Il y en a des biens. Mais il y en a des biens. Voilà. On va faire d'amalgame. Bon, on va parler de tout ça, bien sûr, jusqu'à 20h. Tu restes avec nous. Merci beaucoup, Virginie. On va faire une petite pause musicale. On va écouter, comme on a à faire une Grimaldi, je me suis dit, Stéphanie de Monaco, bien sûr, comme un ouragan. Ouais, c'est ma sœur. Non. Voilà, tu vois, c'était une bonne idée, Juliette. Ouais, je suis sûr que tu vas pas aimer. Ouais, je refuse la proposition, Guillaume. Désolé, Virginie. Là là. Je la connais par cœur, cela dit. Allez, on y va. Vision d'orage, je voulais pas qu'elle s'en aille. Vous me lancez sur... Alors, pardon, mais c'est que tu t'en ailles. Ah oui. Voilà. Je vais castrer les maïs. Je vais branler des tomates. Allez, à la place, on va écouter quelque chose de plus récent. Fallait que je le dise, sinon c'est resté là. Oui, bien sûr. T'as bien fait, Émeric, t'as bien fait. J'aurais passé une mauvaise nuit. T'as bien fait. Et nous aussi. On va écouter de la musique disco-rock apocalyptique post-Brexit. Wow. Ouais, du duo britannique Get Down Services. Ils sont en colère, ils sont très à gauche, ils portent la moustache. En France, ils dirigeraient un syndicat. En Grande-Bretagne, ils font de la musique. C'était Get Down Service, Cream of the Top. Vous êtes sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lompré. Notre invitée, la romancière Virginie Grimaldi. Emma Marie qui nous a rejoint pour sa chronique dans quelques minutes. Mais avant cela, Pierre-Emmanuel, allez, avec qui tu vas être désagréable aujourd'hui? Émeric, Juliette, moi, allez, c'est parti. Perfide. Ça va être super. Oses-tu bien te montrer devant moi? Monstre qu'a trop longtemps épargné le tonnerre, reste impur des brigands dont j'ai purgé la terre. Tu m'oses présenter une tête ennemie? Tu parais en ces lieux plein de ton infamie? Fuis, traître. Ne viens point braver ici ma haine et tenter un courroux que je retiens à peine. Écrivait Racine en 1677 et forcé de constater, Guillaume, qu'on n'a pas fait mieux depuis pour vous saluer quand vous rentrez dans une pièce. Et ça tombe bien, parce que je n'ai plus la force de vous mépriser avec mes propres mots
Je suis fatigué, Guillaume. Fatigué de constater que malgré 9 mois à apprendre à mes côtés, vous n'avez pas réussi à accoucher d'une seule émission écoutable. Fatigué avant chaque direct de supporter Juliette qui hurle des chansons des L5 en loge, tandis que j'essaye de me concentrer pour proposer l'unique séquence qualitative de ce programme. Fatigué de devoir aller uriner au café d'en face parce qu'Emeric occupe les commodités depuis 7 heures pour essayer de faire sortir par voie naturelle 5 menus best-of et une valise de crocs, ou comme il dit lui-même, mon petit déjeuner. Je suis fatigué de vous, de vos brimades, de votre aigreur et de votre cruauté. Vous avez tous les trois été odieux avec moi tout au long de l'année. Heureusement, il y a nos auditeurs que j'aime. Ils sont curieux. Ah là 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 là. Ah la démago. Ils sont curieux, surprenants, affables et délicats. Je parle des faux auditeurs que j'invente chaque semaine. Bien entendu, les vrais sont certainement, à l'image de l'émission, surcotés. Et aujourd'hui, c'est Yves Thomas qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan qui se remet lentement du spectaculaire incident qui a quelque peu terni la fête de fin d'année au tennis club de la commune. Cette année, Simon Rousselin, le dirigeant de l'école de tennis, avait pourtant mis les petits plats dans les grands pour offrir des souvenirs impérissables à ses champions en herbe, un ventriglisse géant. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Dès l'installation de l'attraction mercredi dernier, Simon avait fait part de ses inquiétudes aux employés de la société Kids and Fun alors qu'il déchargeait les 12 semi-remorques de matériel. C'est pas un peu grand, 9 km pour un ventriglisse ? Demande le moniteur un peu soucieux. T'inquiète, gros, on sait ce qu'on fait. Aura-t-il pour seule réponse une réponse un peu trop optimiste, semble-t-il, puisqu'à 14h, la circulation doit être interrompue sur la rocade nord à cause du ventriglisse qui traverse les voies. Les services techniques de la mairie de Saint-Roustan réagissent immédiatement en installant un feu rouge provisoire à l'intersection entre la route nationale et le ventriglisse géant. La fête peut commencer. Les premiers petits prodiges de la raquette s'élancent alors du sommet du mont Pergalin sur le toboggan et atteignent rapidement la vitesse de pointe de 143 km/h. Une célérité qui, associée à une piste recouverte de 90 000 litres d'eau savonneuse, rend difficile le respect du code de la route et quasiment impossible l'arrêt à un feu de circulation. D'autant plus qu'aucun des 32 enfants n'était équipé de freins à disque, constatera plus tard le médecin légiste. Les quelques miraculés qui ont eu la chance de passer entre les roues des camions n'étaient pas au bout de leur surprise, puisque pour plus de sensations, le ventriglisse géant se terminait par un tremplin géant. 3 jours plus tard, seuls 4 des 13 enfants ayant emprunté le tremplin ont atterri. Trop brutalement, selon le médecin légiste. Mais revenons à Yves Thomas qui nous écrit « Bonjour, la société dont je suis le gérant subit depuis plusieurs jours un bad buzz injustifié. Nous avons pourtant parfaitement rempli notre mission. Le tennis club de Saint-Roustan aurait dû mieux lire notre plaquette de présentation. Le slogan qui y figure est sans équivoque « Kids and Fun, moins de kids, plus de fun ». Merci. Merci Yves Thomas pour cette mise au point salutaire. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Merci Pierre-Emmanuel Barré. Merci Guillaume. Encore une bien belle page de l'histoire de Saint-Roustan. Il se passe des choses extrêmement tragiques. Des histoires, il en est question avec notre invitée Virginie Grimaldi qui est toujours avec nous. On a parlé de tes débuts, on a parlé de l'avant. Et justement, parlons du moment où tu as commencé à envoyer des manuscrits. Puisque tu dis que toujours ce complexe d'infériorité, ce syndrome de l'imposteur. Donc il y a quand même un moment où tu t'es fait violence et tu t'es dit « Merde, ce que j'écris, ça mérite d'être publié. Je les envoie ?» Comment ça se passe ? Tu rencontres des gens, tu envoies des manuscrits ? J'ai commencé en tenant un blog et au tout début, il y a une éditrice qui m'a repérée et qui m'a dit « Si vous écrivez un roman, je le publierai ». Ok, d'accord. Donc ça a été vraiment le déclic et j'ai commencé à écrire un roman. J'ai mis à peu près 1 an et quand je l'ai recontactée, elle n'était plus au même poste. Elle ne publiait plus de fiction et celui qui l'a remplacée n'aimait pas ce que j'écrivais. Donc grand ascenseur émotionnel. Ah ouais. Quoi. Ouais. Et puis Est-ce que tu avais dit à toute ta famille, là, c'est bon, je vais publier, et puis là, t'es obligé de leur dire ça? Non, ça me paraissait tellement improbable que je restais sceptique. Et donc, le livre existait en entier.
je me suis dit, je vais pas le garder pour moi, je vais tenter une dernière fois. T'as demandé à l'éditeur de Meurice, il publie n'importe quoi. Ne réponds pas, fais comme si on n'avait pas entendu. Ouais, répondez pas, c'est méchant, C'est pas dans l'esprit. On parle pas comme ça au patron. C'est bien, mec. Tu reconduis? Je sais plus où j'en étais. Au moment où vraiment on te dit... J'ai un trouble de l'attention, arrêtez de faire ça. On était en train d'émasculer du maïs là. C'est confus. Non, on en J'ai est mis un doigt à un concombre. On en était au moment où tu avais terminé ton manuscrit, mais tu savais pas ce que tu allais en Je vais faire. quand même en faire quelque chose, donc je l'ai fait imprimer. Je suis allée dans un bureau tabac, le faire imprimer, relier, et je l'ai envoyé à 8 maisons d'édition. Les 8 m'ont répondu non, et voilà, j'ai continué. Oui, pardon. Et tant mieux, parce que quand je relis ce livre, j'ai les yeux qui saignent. Rien que le titre, je vais vous dire le titre. Et on va voilà, vas-y. Oui, je te laisse le dire, j'allais le dire. Mais... Ce maïs, mon amour. Je vais être en boucle. Le premier jour du reste de ma vie. Pas lui. C'est pas celui-là le premier. Non. Il y en a un avant. Il y en a un avant. Mais que enfin... personne ne lira jamais. Du coup, voilà. Disons-le, c'est quoi? L'héroïne s'appelait Léa. Et elle avait un chien qui était un pitbull. Jeu de mots. Vas-y. Non, je sais pas. Tu l'as pas? Non. Moi, Léa, maîtresse de Brad Pitt. Waouh, non, celui-là, il a disparu des radars. Mais il on vaut le mieux. retrouve plus. On est très heureux qu'il ait disparu. Mais il a fini par être publié. Non, pas du tout. Ah non, celui-là, non, d'accord. C'est pour ça qu'on a. Et voilà, voilà. Après, j'ai retenté ma chance avec un autre manuscrit. Mais maintenant que tu as des fans et des lecteurs et des lectrices en pagaille, ça vaudrait peut-être le coup de. Mais on m'a proposé, mais jamais de la vie. Plutôt. Ah ouais. Non, après ma mort, on verra à la limite. Pour une œuvre caritative. Et la première fois que tu as vraiment été publié, pour le coup, alors Mais je pensais que vraiment, voilà, j'avais réalisé mon rêve de petite fille. Je suis allée le chercher en librairie. J'ai poussé plusieurs portes de librairie avant de le trouver. Ouais. Je me suis prise en photo devant. Enfin voilà, pour moi, c'était l'aventure était terminée. C'était formidable. J'étais hyper heureuse. Non, mais comme quoi, je le dis parce que on a l'impression, je le disais en début d'émission, que c'est un milieu qui est inaccessible pour des gens qui viennent pas de là, quoi. Oui. Donc quand même, malgré tout, c'est possible encore d'envoyer des manuscrits. C'est possible d'être lu. Oui, bon, c'était mon père, l'éditeur. Tu viens de tout savater le truc. Non, pardon. Elle n'est pas du tout issue d'un milieu populaire du tout. Bon, allez, fin d'émission. Ah, mais en fait, on a reçu Léa Seydoux, on s'en est pas rendu compte. Pourtant, ça se voit. Pas tant, non. De la vie. Pas tant. Ouais, et j'y croyais tellement plus que le deuxième manuscrit, je l'ai envoyé au seul éditeur qui, à l'époque, acceptait les manuscrits par mail. Et il m'a appelé 3 jours plus tard. Donc oui, ça existe. Donc on peut le faire très bien. Et alors après, il y a évidemment les premiers retours de lecteurs, de lectrices, mais il y a aussi surtout les premières critiques dans la presse. Et il y a un truc qui te colle depuis le début, c'est qu'on dit c'est de la littérature feel good. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça t'agace? Est-ce que c'est aussi condescendant que ça a l'air? Ça dépend qui le dit. En fait, quand ce sont les lecteurs qui me disent c'est un livre qui m'a fait du bien, qui m'a aidé dans une période difficile, évidemment, c'est le plus grand des compliments. J'aspire à rien d'autre en réalité, mais dans la bouche de certains, c'est du mépris, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on a envie de plaire à ces gens-là, hein? Pas tant. On n'est pas sûr, c'est pas très grave. Et on dit aussi, j'ai lu, je sais pas du tout ce que ça veut dire, chick lit. Ouais, chick lit, mais c'est hyper sexiste, ça, par exemple. C'est quoi? Mais feel good aussi, c'est sexiste parce que. Oui, ça fait littérature de gonzesse, quoi. Ouais, mais ouais. Voilà, et dans cette catégorie-là, on ne met que des femmes. Et moi, je peux vous citer des hommes qui écrivent du feel good. Si on prend la même classification, faisons une liste non, on va pas la faire. mais voilà, c'est la littérature réservée aux femmes. Ouais. Et c'est dommage, ça enferme un petit peu. Je pense que tout le monde peut lire. Et surtout, alors non, ça m'énerve pas du tout, mais... Plus t'en parles, d'accord. Lâche cette table, t'es en train de griffer la table. Non, je trouve dommage d'être enfermé dans une case, et surtout quand on lit la définition du feel good, je crois pas écrire des feel good, donc je trouve que c'est un peu une erreur, mais c'est pas très grave. En plus, c'est con, possiblement c'est de la jalousie, d'ailleurs. Non, pas que, je pense qu'il y en a qui vraiment n'aiment pas ce que j'écris, ils ont le droit, mais par exemple, il y avait eu une critique au Masque et la Plume, où ils avaient été vraiment odieux de... France Inter a été odieux? Ça m'étonnerait ça. De condescendance je peux pas vous laisser dire envers ça, les lecteurs. Ah, par rapport à ton histoire.
Merci en tout cas, Virginie. Merci. On va Guillaume, il a eu des problèmes. On va revenir à tout ça dans quelques il a instants. fait une gymnastique série. Mais avant cela, il est l'heure de retrouver l'incarnation du mal, selon l'association Vauquier, mais pas wokiste. C'est l'incroyable Mamari qui est avec nous. Yes. Eh bien, cette semaine, j'ai l'impression que les faits du racisme se sont penchés sur mon berceau. Voilà, je sais comment capter l'attention de ce public. J'ai dit racisme et tout le monde a entendu. Un allié est appelé à l'accueil. Un allié est appelé à l'accueil. J'ai envie de profiter de ma chronique pour remercier mes amis qui ont été très présents pour moi cette semaine. J'ai reçu des commentaires de haine sous une vidéo. Là, le radar à allié est excité comme un homme déconstruit dans une boutique de boucles d'oreilles déparées. Hein, Emmerich? On n'a rien compris. J'ai reçu, donc, notamment comme commentaire, c'est quoi cette chose noire? Wow. J'adore le wow. Et je l'ai partagé en story. Et là, dans tous les recoins de la francophonie, un murmure, que dis-je, un séisme. Des jeunes hommes aux cheveux longs sont sortis de leur couette en lin lavé. Des femmes aux chemises à manches courtes ont levé les mains de leur ouvrage de poterie pour se rassembler et chanter dans mes messages privés. We are the world, we are the children. J'ai reçu tellement de soutien, je vous jure. C'est une reconstitution fidèle à 100% de ce qui s'est passé. J'ai pas partagé une story en fait. J'ai partagé un bas de signal à tous les super alliés des super multivers de ce monde. Et franchement, j'avais oublié ce que ça fait de vivre du racisme explicite. Quel repos. Pas par rapport, non mais vraiment, pas par rapport à une après-midi en slip à manger des tucs, genre, mais par rapport aux autres fois où je me retrouve à parler de racisme. Il y a des moments où même les super alliés sont en mode il n'est pas très clair ce signal. On est sûr que c'est une chauve-souris? Moi je vois une poule, et moi dans ces moments-là, mon petit cœur se brise, je me dis mais enfin Jean-Émile, regarde ton torse, ton tatouage. Pour une intersectionnalité décoloniale, ne veut-il donc plus rien dire pour toi? Rends-moi cette boucle d'oreille dépareillée. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras le droit qu'à des boucles d'oreilles symétriques. Non, mais vivre du racisme indéniable, c'est aussi rare que d'ouvrir un burger et se dire « Mais non, il est exactement comme dans la pub ». C'est vrai, la plupart du temps, quand on parle de racisme aux gens, on a plus l'impression de lancer le débat de la robe dorée ou bleue, voilà. Et sachez que dans ce débat-là, si vous vous en souvenez pas, ça a été prouvé, la robe est bleue, voilà. Et vous vous rappelez pas du tout de ce débat-là. Donc on va changer de... Si, ça va. Ouais. Mais du coup, moi, je parle de mon point de vue qui est fondé et je reçois des oui, mais moi, la robe est bleue, je vous le dis. Oui, mais si tu regardes les reflets de la robe, tu vois qu'elle a un ami noir. La robe est bleue. Non, mais ma meilleure réponse quand je reçois des arguments d'autorité, moi, je m'en rappellerai toute ma vie et je vous la partage, ça a été après un oui, mais non, mais en fait, moi, j'habite avec Pascal et il est black et j'ai juste répondu oui, mais moi, Jeanne, j'habite dans une personne noire. Voilà, si jamais vous avez besoin, les gens. Mais ouais, je suis fatiguée, ouais. Je suis fatiguée de devoir débattre sur ces sujets-là, quoi. C'est une énorme charge raciale. Là, il y a une émission qui a fait débat, dont Emmerich a parlé, dont le titre est « Sommes-nous tous racistes ?» On a la réponse. Mais elle a été diffusée sur France 2, cette bande de wokistes, avec Jamy dedans. Non mais s'il y a quelqu'un que j'attendais pas dans une émission comme ça, quoi, genre vraiment, j'imagine pas Jamy avec une petite boucle d'oreille dépareillée, genre habillé par Emmerich Lomprey et tout, ou Jean-Émile. Non mais il n'y a pas que des blancs à l'animation, sinon l'émission aurait été beaucoup plus courte, hein. Aujourd'hui, pour l'émission Sommes-nous tous racistes, nous avons oublié d'inviter des personnes concernées. La réponse est donc oui. Il y a aussi Lucien Jean-Baptiste dans l'émission et le principe c'est de faire des expériences sociales, genre faire entrer des gens dans une pièce avec une personne noire et une personne blanche et la troisième personne doit choisir à côté de qui elle s'assoit. Spoiler, la troisième personne s'assoit toujours du côté de la personne couleur Michael Jackson saison 2. Voilà. Peu importe qu'on intervertisse les places ou quoi, et après il y a un scientifique qui vient pour débriefer la séquence et expliquer que les participants ont tous un biais raciste qui les pousse à choisir la personne qui leur ressemble. Conclusion claire,
Pourtant, dans les commentaires, il y a plein de « Le problème, c'est la porte la robe, elle est dorée !» Et du coup, c'est sûr que si la troisième personne était entrée en disant oh, « C'est quoi cette chose noire ?» La conclusion de l'émission aurait été beaucoup plus simple. Tout le monde aurait dit « Ah bah oui, on est tous racistes !» Mais s'il y en a d'entre vous qui ont plus de mal à croire au racisme dans les autres situations, pensez au fait que personne se ferait chier à envoyer un bas de signal si c'était juste une poule. Merci Mamary. Mamary, qu'on retrouve sur scène à Paris, théâtre Le République, les samedis 28 juin et 12 juillet à 19h45. Dans un super spectacle où tu parles notamment de santé mentale. D'ailleurs, n'oubliez pas que pour aller mieux mentalement, il faut consommer à outrance. D'accord ? C'est pas moi qui le dis, c'est la publicité. Vous êtes sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Mamary qui est restée avec nous. Et notre invitée, la romancière Virginie Grimaldi. On parle de littérature, entre autres, dans une époque qui fout les jetons. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Oui, parce que bon, Virginie, c'est sympa, tes petites histoires, tes petits romans, machin, mais il y a la grande histoire qui se joue là. Il y a la grande histoire sous nos yeux, il y a les grands hommes, il y a les grandes tragédies, il y a Hamlet, il y a Andromaque, il y a François Fillon. Voilà. François, vous avez suivi cette semaine, qui est tombé au combat. François qui a écopé donc 4 ans de prison avec sursis, 375 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire Pénélope. C'est dur, hein. Ouais, je sens qu'il y a... Ouais, non, mais... Non, alors ça, c'est dommage. Ça, c'est pas l'esprit de l'émission du tout. C'est la France entière qui est sous le choc. Il a vraiment subi, de mon point de vue, un procès stalinien pour essayer de faire tomber un homme qui posait dans le débat, effectivement, la place de l'islam dans notre société. Clairement, l'alliance entre Staline et Ramenei, là, vraiment, on en est là. D'ailleurs, c'est injuste parce que les mollahs, leur rêve, c'est les femmes à la maison, et c'est exactement ce qu'a fait François. L'ironie de la vie, comment qu'elle est, l'ironie de la vie, Juliette ? Elle est ironique. Elle est ironique. Alors, ce qui est intéressant avec François Fillon, c'est qu'on le connaît pas bien. C'est quelqu'un qui est assez discret, mais oui. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Déjà, il y a 2 François Fillon. D'un côté, le Fillon un peu punk, entre guillemets, qui était prêt à casser la baraque. Et puis, vous avez quand même d'un autre côté le Fillon extrêmement loyaliste. Voilà, c'est les deux. Hein. Il y a le punk François Fillon, bah ça on connaît tous. Hein, les sourcils en crête, etc. Et puis le loyaliste, voilà, le gars qui est toujours fidèle à la nation et à ses valeurs. Valeurs, pardon. Alors, celui que vous avez entendu... Bon, c'est un lapsus. Celui que vous avez entendu, il s'appelle Tugdual Denis. Bon, ça, on va pas le juger, c'est pas de sa faute. Il est à Valeurs Actuelles et il a écrit un livre formidable. Hein, Virginie, ça va te plaire, la littérature. Ça s'appelle La vérité sur le mystère Fillon. Et alors, c'est une véritable enquête poussée et sans concession. D'ailleurs, le premier truc que je lui ai demandé, c'est moi, je veux passer un week-end chez vous à bosser dans la Sarthe parce que tout le monde fantasme beaucoup sur votre manoir. Donc, j'aimerais bien voir si oui ou non c'est Versailles. Et alors, c'est une très belle maison, hein, bien évidemment, mais je décris dans le livre que c'est aussi un endroit avec des canapés fatigués, un peu meublés. On a l'impression, suivant les héritages et les récupérations de meubles à droite à gauche. Une bicoque. C'est pas du tout le luxe que vous imaginez. Enfin, c'est un manoir avec des canapés fatigués. Voilà. C'est comme chez vous, sans le manoir. Voilà. Et sans les canapés, si vous vivez dans un 20 mètres carrés. Mais bon, sinon, c'est pareil. Et puis, c'est pas un mec bling-bling. Oui, c'est quelqu'un qui aime le charme discret de la bourgeoisie, d'une certaine bourgeoisie. Bourgeois, il aime les bons vins, il aime les voitures. 70. Mais vous voyez, sur les voitures, par exemple, il n'aime pas les Lamborghini dernier cri. Lui, ce qu'il aime, c'est la Ferrari introuvable. Ouais, c'est pas... Mais oui, c'est des joies toutes simples. Hein. Et faut pas aller chercher... C'est pas comme vous. Hein, vous vous garez, là, j'ai vu devant avec vos Porsche Cayenne, là, avec vos Audi TT. Non, lui, c'est la petite Ferrari introuvable. C'est le plaisir des choses simples, je dirais, François. Allez, continuons. Et en fait, à la fin de l'année que j'ai passée avec François Fillon, on a fait des parties de chasse, on a dîné, j'ai rencontré donc ses enfants les uns après les autres. Et ben, j'ai envie de vous dire que j'ai découvert un univers qui sonne vrai. Un univers qui sonne vrai. C'est ça, la famille Fillon. Mais qu'est-ce que les juges ont été faire? Est-ce qu'ils ont vraiment poussé l'enquête? Est-ce qu'ils ont été faire des parties de chasse? Je ne le crois pas. Ça a été ni fait ni à faire. Voilà, c'est la justice qui dysfonctionne complètement dans ce pays. Allez, concluons tout de même avec du positif quand même, de la joie. Celle d'avoir vu son meilleur pote, son BFF, c'est qui? C'est Bruno Retailleau.
Et oui, il a accédé au ministère de l'Intérieur et il a lancé en même temps, cette semaine, pile en même temps que la condamnation de François, une grande campagne pour défendre qui ? Ces honnêtes gens qui travaillent dur, qui en ont marre de voir que d'autres abusent du système, qui vivent au crochet de la société. Allez, parce que le foutage de gueule aussi, c'est un plaisir simple. Bonne révolution à toutes et à tous. Merci beaucoup, Guillaume. Moi, je connaissais pas Tube Dual, Denis. Eh ben, Hayet, je le connais. Ah bah, il mérite d'être connu. Le pire, c'est qu'ils essayent de le défendre. Quoi. Oui, là, Ouais. avec des parties de chasse, avec des choses. Voilà, Et surtout avec des livres de 350 pages. Oui. On est toujours sur Nova, il est 18h53. On est toujours avec Virginie Grimaldi, la romancière. On vient d'entendre un petit peu le genre de doxa qu'on trouve sur les médias Bolloré. Et il s'est passé quelque chose pour toi en 2022 en rapport avec Bolloré. Vincent. Voilà. Ce bon vieux Vincent. Le père, le chef. T'as changé de maison d'édition. Est-ce que tu veux bien nous raconter pourquoi ? Oui, à son arrivée dans le groupe Hachette, j'ai préféré partir parce que c'était pas en accord avec mes convictions et j'étais en position de pouvoir le faire. Je savais que je trouverais une autre maison assez facilement, donc j'ai préféré partir que subir ce qui se passe actuellement. Mais ah oui, déjà, bravo. Oui, parce qu'il y avait d'autres gens qui avaient les moyens. Oui, il faut le dire ça. Oui. Et pour autant, ils l'ont pas fait. Voilà. Mais il y en a d'autres qui ne pouvaient pas. C'est vrai qu'il y a d'autres auteurs qui m'ont dit ça met un peu la lumière sur nous qui sommes obligés de rester et je tiens à dire que voilà, tout le monde n'avait pas cette possibilité-là. On peut avoir des noms pour qu'ils soient plus obligés de rester. Mais c'est intéressant parce que est-ce que tu craignais vraiment de l'interventionnisme ? Ou Non, est-ce que c'était J'avais envie de m'opposer Ouais. publiquement parce que je l'ai dit et j'avais envie de montrer ce qui se passait et de mettre un peu de lumière à ma petite mesure pour montrer mon désaccord et qu'il se passait des choses assez graves et j'avais pas envie de cautionner tout ça. Et est-ce qu'une maison d'édition, c'est comme un journal, c'est-à-dire qu'il y a une ligne éditoriale ? Quand Bolloré reprend, par exemple... Fayard, ouais. Oui, Est-ce là, qu'on on peut le parler voit. un peu Ouais. Là, on le voit, malheureusement, Fayard, qui était une maison magnifique, publie maintenant Bardella, tout Ciotti récemment. Enfin, voilà. C'est Très bon livre d'Éric Ciotti. Donc, Ouais. donc, on peut dire qu'il y a une ligne éditoriale. Oui, là, c'est assez clair. Et donc, est-ce qu'il achète de l'influence pure ou est-ce que c'est quand même un moyen de se faire du pognon aussi Je sais pas si le pognon l'intéresse dans ce cas-là. Oui, Ouais. mais dans ce Non, cas-là, c'est comme la presse. Quoi. parce que- Souvent, on dit qu'ils font pas d'argent avec ça, mais... Je sais pas, là je pense que c'est vraiment une sorte de propagande et ils passent des messages en publiant le cardinal Sarah par exemple. Enfin voilà, je crois qu'il y a vraiment une volonté par ce biais-là de faire passer des messages et de faire évoluer la société dans le sens dans lequel il veut qu'elle évolue. Et on a l'impression aujourd'hui que c'est pas évident de se passer d'un mec comme Bolloré, parce que je crois aussi qu'il possède des réseaux de distribution. Donc, c'est-à-dire qu'on édite un livre, on trouve un éditeur, et après pour qu'il aille jusqu'aux librairies, il a aussi investi là-dedans. Oui, mais il les possède pas tous. Et il les possède pas encore pour l'instant. Pour l'instant. Il paraît même qu'il aurait la régie pub de Nova. Oui, parce que c'était Lagardère, et comme il a racheté également Lagardère, c'est pour ça que c'est compliqué, C'est compliqué. de lui échapper. Et Ouais. je suis restée en partie au livre de poche, par exemple, parce que je suis très attachée à l'équipe et que pour l'instant, ils sont pas trop concernés par tout ce qui se passe. Donc ça a été vraiment une vraie réflexion, mais j'ai gardé un pied aussi dans le groupe. Et par rapport à ton rapport justement aux médias, tu es assez peu présente dans les médias dominants, mainstream, on va dire, sauf sur Radio Nova, bien évidemment. Mais est-ce que tu t'en méfies des médias ? Souvent, quand je donne des interviews, il y a des petites phrases qui sont tirées de leur contexte. Sur le maïs, etc. Ça arrive d'arriver dès demain. J'ai fini sur des sites porno avec elle a mis ses doigts dans des concombres. Ah oui. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. Tu arrêtes de poster ça. Oui, donc tu crains ce qu'on appelle les reprises, c'est-à-dire les choses extraites de leur contexte. Oui, comme et une puis, blague que tu pourrais les faire. questions un petit peu, qui m'intéressent pas tellement, de parler de ma vie perso et tout. C'est ce qui intéresse certains médias, mais pas tous. J'arrive, grâce à mon attaché de presse aussi, à faire le tri et à faire, à faire les bons choix. Heureusement, il y en a qui sont bien. Comme Radio Nova. Ouais. Oui, vas-y, Juliette. Demain, tu t'enregistres vraiment la grand-messe de la littérature, à savoir la grande librairie sur France 5. Tu le ressens, est-ce que tu te dis, là, ça y est, c'est la gloire, c'est la grande librairie, invité principal, ça va être...
non, j'angoisse un petit peu parce que c'est beaucoup plus sérieux et que c'est pas... dis, attends. Elle est gonflée. Elle est gonflée, hein. Ah, Virginie, je peux pas te défendre, là. Ah non, attends, c'est sérieux. Moi, les importantes, tout est... Oui. Non, mais... La grande librairie. C'est quoi, la grande librairie? Donc tu t'y prépares un peu. T'as un petit média training? Non, pas du tout. Je veux pas me préparer parce que sinon je serais trop. Oui. Mais le risque, c'est que je dise des conneries et c'est toujours mon appréhension. On sera là, on regardera au cas où. Merci. Merci Virginie, on va continuer à parler évidemment avec toi de tout ça. On reste ensemble jusqu'à 20h, on va se faire une petite pause musicale avec Stéphanie de Monaco. Mais non, avec Like Virginie. Tu connais? C'est une reprise de Like Virgin. De Madonna. Oui, mais c'est Patrick Sébastien qui chante. Allez. Non, et voilà. Et on me laisse. La seule chanson dans laquelle il y a Virginie, c'est Francky Vincent. Ah, tu vois, celle-là, je l'ai pas tentée. Non plus. Tu veux allez. Moi... Non, allez, Guillaume, on se reprend, on se rassemble. Attends, mais laquelle? On fout la... Virginie. Vas-y, Vivi. Peut-être pour ça que t'es dans les sites porno après. J'ai hâte à la grande librairie. Je serai là dans le public comme ça. Vas-y. Je crois qu'il faut lancer le disque. Allez, là, ils sont en train de on va foutre la paix à Madonna et à tout le monde. On va écouter plutôt une chanteuse belge, Camille Yembe, qui est aussi jeune que la Madonna à l'époque de Like Virgin, avec son titre Coup de soleil, une chanson pour l'été et ce qu'on fait de l'été, enfin ce qu'on en faisait. Je la cite, j'aurais voulu que le temps s'arrête, qu'en boucle on vive la vingtaine. Moi aussi. C'était Coup de soleil de Camille Yembe. Vous écoutez toujours Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré, notre invitée Virginie Grimaldi, romancière, ancienne castreuse de maïs. Virginie qui raconte des histoires et il est temps de laisser la parole à celle qui nous a rejoint, qui enseigne l'histoire, celle qui va nous parler du capitaine Dreyfus. Mathilde Larère est avec nous. Alors, en fait, je vais vous parler du général Dreyfus. Et d'un bataillon d'hypocrites. Je t'explique. En effet, le 2 juin dernier, donc il n'y a pas très longtemps, les députés ont voté à l'unanimité, ça leur arrive pas assez souvent, une proposition de loi, attention, déposée par Gabriel Attal, là on rigole, mais qui permettait de donner à titre posthume le grade de général de brigade pour Alfred Dreyfus. Alors pour comprendre, je vous rappelle qu'en 1894, le capitaine Dreyfus avait été condamné, dégradé, envoyé au bagne sur la base de fausses accusations alimentées par un antisémitisme virulent. Il y avait une intense mobilisation, son procès avait été révisé maladroitement en 99, puis il avait été gracié, toujours en 1899, et il était enfin parvenu à arracher la reconnaissance de son innocence en juillet 1906. Il avait alors été immédiatement réintégré dans l'armée, mais sans prendre en compte l'avancement de grade dont il aurait dû bénéficier dans les 11 ans de l'affaire. Décision d'autant plus injuste que le même jour, le lieutenant-colonel Picard, qui avait alerté l'armée sur la fausseté des preuves, avait lui aussi été réintégré, mais lui, on avait pris en compte les années... mais si, c'est dégueulasse. Oui. Voilà. Donc, il s'agit de réparer une injustice, c'est l'expression dans la proposition de loi, mais comme le souligne l'historien Vincent Duclerc, en fait, c'est rat. C'est rat parce que si Dreyfus n'avait pas été pénalisé en 1906, en fait, il aurait dû être général de division. C'est plus chic que général de brigade. Bon, passons. Moi, quand je vois passer ça, comment je réagis? Première réaction, c'est juste, putain, il est temps, mais pourquoi il ne l'avait pas fait avant? C'est Dreyfusard de la 25e heure, là. Bon, bref. Mon second réflexe a été de me dire, putain, mais il me saoule la bande à Macron à jouer les grands réparateurs de mémoire, enfin de la mémoire qui leur plaît. En mode, je mets le couple Manouchian au Panthéon et en même temps, je soutiens la loi Darmanin. Voilà, voyez le truc. En mode, la réparation, c'est important. Ouais, mais pour la dette d'Haïti, ils ont piscine. Voilà. Du symbolique qui mange pas de pain. Même chose quand Bayrou n'a rien trouvé de mieux pour qu'on parle moins de Bétarame que de proposer d'abolir le code noir, un code qui avait été aboli de facto par l'abolition de l'esclavage en 1848. Sans jamais oublier que les mêmes crient à la réécriture de l'histoire dès qu'une association demande qu'on renomme au Palais Bourbon la salle Colbert, l'auteur du fameux code infâme, ou que des activistes maculent de peinture les statues des colonialistes massacreurs. Alors là, instrumentalisation de l'histoire, horreur, affreux, tout. Bon, bref.
En plus, j'avais senti venir le coup. Les députés RN ont voté comme un seul homme pour Dreyfus général, en mode antisémite, à nous, jamais. Non, jamais, d'ailleurs, la preuve. Alors, c'est pratique pour faire oublier que leur parti d'extrême droite a été fondé par un ancien Waffen-SS et que Le Born a été condamné à plusieurs reprises pour antisémitisme. Et je ne parle pas des messages qu'ils échangent actuellement sur leur groupe Facebook, on a vu passer ça. Bref, un beau bataillon d'hypocrites derrière le général Dreyfus. Là-dessus, les choses sont compliquées, mais elles sont devenues vachement intéressantes. Parce que, comme l'a révélé le Canard enchaîné, Conseil des ministres, le 4 juin, le général de l'Élysée lance « Bon, Dreyfus, ça va pas au Sénat, hein, on arrête là, ça suffit ». Donc moi, je me dis, wow, que se passe-t-il? Macron fait-il un caca nerveux, car ce n'est pas lui qui était à la manœuvre, mais Attal, son ancienne brosse à reluire devenue caillou dans la chaussure. Libé enquête et ça devient intéressant, parce qu'en fait, ça se coincerait à l'état-major. Bon, ça m'étonne pas, l'état-major aime pas trop qu'on revienne sur l'affaire Dreyfus, on peut comprendre. Mais surtout, ils craignent l'effet boîte de Pandore, comme le dit un député interrogé par Libé, qui, je cite, dit « Commencer à refaire des carrières dans un sens, ça veut dire que demain, nos amis LFI feront une proposition de loi pour enlever à titre posthume les étoiles de Bijard. » Bijard, c'est un général qui a torturé en Algérie. Moi, je lui enlèverais bien ses médailles, il n'y a pas de problème. C'est pas con, il y a une pelletée de décorations qu'on pourrait faire sauter. Bon, en attendant, Dreyfus, c'est pas à l'agenda du Sénat. Il paraît que Macron, pour reprendre la main, réfléchirait à déplacer la statue de Dreyfus du 6e arrondissement où elle est actuellement à la Cour de cassation, parce que bouger les statues quand c'est eux, ça leur va, mais bon. Et pourquoi pas une panthéonisation? Il aime bien, c'est une idée ancienne. Moi, ce que je vous conseille, c'est surtout d'en apprendre plus sur l'affaire Dreyfus et sur Dreyfus. Il y a plein de livres super, le livre de Vincent Duclerc est une mine de renseignements. Il y a un super musée Dreyfus à Médan, auquel les gens ne vont pas assez, pourtant il est génial. D'ailleurs, le gouvernement pourrait filer des aides, s'ils veulent vraiment réparer. Et une passionnante exposition au musée d'art et du judaïsme, elle dure jusqu'au 31 août, dépêchez-vous. Merci beaucoup Mathilde. Mathilde Larère, featuring Alfred Dreyfus. Merci pour ces éclaircissements. C'est vrai qu'on a vu passer ça dans l'actu et qu'on n'avait pas tout compris. Et c'est beaucoup plus clair. On est toujours avec Virginie Grimaldi. Virginie, est-ce que ça a tendance à t'intéresser, ces faits historiques? Oui. Merci beaucoup, c'est super. Non mais j'ai fait une fac d'histoire. J'ai tenu 1 an. D'accord, donc ça t'intéresse, mais au bout d'un moment, ça te saoule quand même. Ouais, ça me. Non, mais est-ce que ça t'inspire pour tes écrits, pour tes romans? Non, je parle pas. Jusqu'à maintenant, j'ai pas parlé de faits historiques, mais j'aime bien lire des histoires historiques et regarder des reportages. Ok, et est-ce que tu connaissais cette. Non, mais j'ose pas dire. Non, mais oui, je sens bien qu'il y a quelque chose. Ouais, il y a un truc sur l'affaire Dreyfus. Je crois que j'étais au collège et on avait eu un devoir sur l'affaire Dreyfus et j'ai fait un hors-sujet total parce que j'ai confondu Dreyfus avec un autre nom d'un gars qui avait été accusé à tort mais pour autre chose et je sais plus ce que c'est exactement, mais j'ai eu hors-sujet total et j'ai eu une note catastrophique. Oui, donc il y a un petit trauma. Ouais. Dreyfus, ça m'a rappelé ça. C'est bien que tu te confies comme ça. Oui, tu vois, nous on n'est pas dans le jugement là, on est bien, on peut tout. Moi j'ai eu 4 en maths, bon. Voilà, on est là pour. J'avais confondu. Il avait fait hors sujet. Il avait confondu 1 et 2. Il avait fait un truc sur Dreyfus. À le voir. Mais le joueur de foot. Bon, et est-ce que tu t'intéresses à quel est ton rapport à l'actualité? Parce que là, ça faisait partie de l'actualité. C'est vrai que ça paraît anecdotique, et en même temps, c'est très symbolique, bien sûr, mais. Est-ce que je m'intéresse à l'actualité, mais j'essaie je choisis mes sources déjà. Alors lesquelles? C'est intéressant. Je lis beaucoup Le Monde. Okay. Que je trouve assez neutre sur certains sujets, mais pas sur tous. Ok, les deux droites. Dis-lui, dépêche-toi. Et après, beaucoup Blast. Voilà, je cherche. Ça va pas non plus. C'est bien. Tu t'es bien rattrapé. C'était un soupir de soulagement. Oui. Est-ce qu'elle a dit les importantes? Non, je veux pas me justifier parce que Le Monde, je trouve que c'est une bonne source pour avoir la base et après aller chercher ses propres informations. J'essaie de procéder comme ça pour avoir le plus grand panel d'informations. Et après, j'ai arrêté tout ce qui était information télé et réseaux sociaux pour les infos parce que c'est une catastrophe. Pour la santé mentale, c'est mieux. Merci en tout cas, merci Virginie et merci Mathilde, qu'on peut applaudir encore, Mathilde Larère, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, partout. Et à la fac également. Allez. Là, c'est les vacances. Ah oui, c'est les vacances, bien sûr. Allez, on passe à d'autres histoires plus courtes et plus vicieuses. C'est la publicité.
Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Longpré, Mathilde Larère est restée avec nous. Virginie Grimaldi, notre invitée, est toujours là. Ça va Virginie ? En train de lire Le Monde. T'étais en train de lire Le Monde, très bien. Sans raison, il faut s'occuper un petit peu pendant les pubs. C'est très très long cette histoire. Je ne sais pas si tu es prête vraiment pour ce qui va suivre. Parce que personne ne l'est véritablement. C'est plus qu'une chronique. C'est une expérience de vie. C'est comme de la ASMR, mais à 200 décibels. C'est Pierre-Emmanuel Barré. Bravo. Non. Arrêtez. Arrêtez enfin. Mais tu n'as pas d'autorité. Arrêtez, toi aussi arrête. Et qu'est-ce que vous faites ici, pauvre fou? C'est le dernier jour du salon de l'armement au Bourget. Vous devriez être là-bas pour acheter des missiles et des fusils d'assaut. Vous croyez que c'est grâce à cette émission que vous pourrez vous défendre s'il y a la guerre? La violence ne résout rien, messieurs. Et si vous baissiez vos armes et qu'on se racontait plutôt des blagues? Mon Dieu, vous avez tué Guillaume Meurice. Cessez le feu et écoutons un océanologue nous parler de la surpêche. Oh non, Juliette, on saura jamais quel personnage d'Alphonse Daudet elle préfère. Heureusement, la musique adoucit les mœurs. Tout de suite, on écoute Sexy Sushi. Aymeric, non. Pierre M, dis à ma femme que je l'aime. Laquelle, Aymeric? Laquelle? Alors, par un heureux hasard, dans ce scénario, je suis épargné car les assaillants n'ont pas pensé à prendre un chargeur de secours. Du coup, je peux continuer ma chronique au vitriol sur les industriels de l'armement. Comme ça, après, ils vont l'écouter et ils vont se dire « Bon sang !» Mais il a raison, ce petit gars. Quelle chance qu'il ait survécu à la terrible attaque du 22 juin dans laquelle ont péri ses 3 collègues, mais également 2 spectateurs de l'Européen, toi et toi. Grâce à lui, j'ai ouvert les yeux et réalisé qu'en fabriquant des armes, je m'enrichis en causant la mort de centaines de milliers de gens chaque année dans le monde. Je suis complice de meurtres, de crimes de guerre, de génocide et de terrorisme. Oh, c'est décidé. Je verse tous mes dividendes à Amnesty International et je transforme les hangars dans lesquels je stockais mes engins de mort en trampoline park, car j'adore le trampoline. Par un heureux hasard, dans ce scénario, le vendeur d'armes est particulièrement lucide et clairvoyant, mais dans la réalité, on le sait, les industriels de l'armement, c'est la petite trace marron qui sent pas bon dans le grand slip de l'humanité. Et en France, on n'est pas les derniers à souiller le slobard, on est les 2e vendeurs d'armes au monde, hein, le pays des droits de l'homme et des missiles de croisière. On est contre la peine de mort, mais si vous voulez l'appliquer, on vous vend le matos. 10% des armes en circulation dans le monde sont françaises. Ça veut dire qu'une personne sur 10 dans le monde qui se fait déchiqueter par une bombe, c'est nous! Cocorico! Rigolez pas, on est super fiers. Hein, c'est le fleuron de l'industrie française. Les PDG des principales entreprises d'armement, Thales, Naval Group, Safran, Dassault, Airbus, MBDA, ils ont tous la Légion d'honneur. Alors je sais plus quel penseur a dit la Légion d'honneur c'est comme un trou du cul, c'est petit, rond, fripé et il y a toujours une grosse merde derrière. En vrai je sais qui l'a dit, c'est moi. Alors évidemment, les gens qui fabriquent des armes essaient de se justifier comme ils peuvent, ils disent ouais mais bon si je le faisais pas quelqu'un d'autre le ferait, d'accord. Mais imaginez si personne d'autre le faisait. Hein, les gens ils se battraient avec des fourchettes et il y aurait quand même vachement moins de morts, même si t'as des snipers qui lancent super bien les fourchettes là. Vous avez déjà essayé de faire un génocide à la fourchette? C'est très 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 long, hein. En plus après il y a plein de vaisselle, c'est un cauchemar. Non, c'est sûr, sans les industriels de l'armement les infos seraient beaucoup moins déprimantes. Israël qui cette nuit encore a largué 3000 fourchettes sur la bande de Gaza, tuant ainsi 3 escargots. C'est l'offensive la plus meurtrière depuis le début du conflit et les attaques terroristes à la petite cuillère du 7 octobre qui avaient fait 2 blessés légers. Donc pour un monde meilleur, je donne rendez-vous à tous les chefs d'État samedi prochain au Salon des Arts de la Table à Clermont-Ferrand. Merci de m'avoir écouté. Merci Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel Barré qu'on retrouve en podcast sur toutes les applis, en tournée partout en France, au Bataclan en décembre. Virginie Grimaldi est toujours en notre compagnie. On a bien ri, Pierre-Emmanuel Barré. Et ça va me faire une transition incroyable. Je voulais parler de la place de l'humour dans tes livres, car tes livres sont rigolos.
Oui. Non, mais il faut le dire. Et alors, est-ce qu'il y a, pareil, on parlait de condescendance au début d'émission, est-ce qu'il n'y a pas aussi une condescendance du milieu de la littérature vis-à-vis des livres drôles? On se dit, bon, allez, c'est juste marrant et basta. Oui, je pense que c'est ce qui a nourri l'association Feel Good, parce qu'il y a de l'humour dedans, et que l'humour, c'est sale. La preuve un peu, là, évidemment. Non. Et comment tu bosses ça? Est-ce que tu... Non, c'est complètement naturel. Mais quelle classe! Je suis hilarante. Oui, non, mais c'est vrai. Déjà, c'est vrai dans la vie. Non, mais à l'écrit, c'est assez compliqué quand même. D'être marrant à l'écrit? Je sais pas. Ouais. Je sais de quoi je parle, c'est pour ça que je pose la question. On peut pas te reprocher d'essayer. Ben oui. Mais elle réussit. Donc je suis un peu fasciné, excusez-moi, mais... merci, déjà. Non, mais non, je sais pas. Quand je me fais rire toute seule, je le mets dans le livre et voilà. Je sais pas. C'est moche de se faire rire tout seul. Non, regarde, Pierre-Emmanuel, il rigole à ses blagues, il est très content. La Gad Elmaleh, on appelle ça. Et pourtant, tu parles de sujets évidemment très sérieux. Ton dernier livre, Les Heures Fragiles, parle de santé mentale. Sujet un peu costaud, suicide des ados, etc. Donc c'est malgré tout très drôle. Comment tu choisis tes sujets? J'allais dire, je les choisis pas, ce sont eux qui me choisissent. Et là, on aurait terminé l'émission. Ça, c'est pour la grande librairie, ouais. Et tu regardes un peu la ligne bleue des Vosges au loin, c'est pas mal. Les Vosges? Non. Ouais, voilà, là, ouais. C'est une expression. Ah, c'est une expression. Ouais, c'est un département. Est-ce qu'on peut avoir une réponse? Oui, pardon. Comment tu choisis ton sujet? Oui, merci Aymeric. C'est toujours un sujet qui m'est profondément intime et dont j'ai besoin de parler systématiquement. Tu veux dire qu'il y a une nécessité? Absolument. Ouais, non, mais il y a un besoin d'écrire, il y a Et qu'est-ce que tu mets de personnel dedans, justement, dans tes histoires? Est-ce que des fois tu te dis, tiens, ça c'est un personnage que je connais dans la vie, je veux le décrire dans un livre, mais j'ai peur qu'il se reconnaisse, donc... Non, ça je le fais pas. Ça. Non, j'utilise pas les personnages, vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont construits de toutes pièces, mais évidemment, ils sont sans doute un melting pot de tous les gens qui m'entourent, ou que j'ai rencontrés. Mais en revanche, les histoires, il y a beaucoup de moi dans tous les livres. Mais Là, par exemple, il y a une adolescente qui s'appelle Lou, qui va pas très bien, qui tout à coup commence à se choper à répétition des crises d'angoisse, sa maman commence à remarquer qu'il y a un truc qui déconne, et cette adolescente de 17 ans, ce qu'elle ressent, tu sais à peu près de quoi tu es en train de parler. Je sais complètement de quoi je suis en train de parler, parce que Lou, c'était moi à 16-17 ans. J'ai commencé à avoir des attaques de panique à ce moment-là, j'avais des idées noires. Ma mère m'avait emmenée dans un centre dans une clinique psy pour une hospitalisation. Finalement, je n'ai pas été hospitalisée, mais il y a eu tout ce mal-être à l'adolescence, qui était le précurseur de ce que je suis devenue ensuite. Quelqu'un avec beaucoup de failles, en fait. Et la santé mentale, c'est un sujet dont je parle souvent dans mes livres. Là, j'avais envie de parler spécifiquement de celle qu'on traverse à l'adolescence, qui n'est pas forcément juste une crise d'ado, comme on peut l'entendre, qui peut être juste transitoire, mais pas forcément. Et de la difficulté que c'est d'être adolescent, et aussi de vivre avec des fragilités. Et est-ce que tu l'écris et tu le décris comme un sujet politique? Est-ce que tu penses à ça en écrivant? Non. Pas dans le sens il faudrait que ça soit voté ou qu'il y ait des lois, etc. Mais dans le sens où quand même je prends la parole sur un sujet qui est... Je suis contente d'après pouvoir parler de ces sujets-là, et que ça puisse créer un débat, un dialogue. Après, j'ai pas cette vocation-là en écrivant. En revanche, ce que j'espère quand je parle de sujets comme cela, c'est que ça puisse aider des personnes qui traversent ces phases-là. Et quand c'est le cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'imagine que oui, c'est le cas. En fait, tu as beaucoup de retours de lectrices et de lecteurs. Tu es assez attentive à ça. Et moi, je t'ai vu en dédicace dans les salons du livre, donc tu parles beaucoup aux gens. Et également, tu es présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram, beaucoup. Oui, donc ça, c'est un média que tu utilises pour entrer en contact avec ton lectorat, ou juste pour t'amuser? Mais je l'utilise pour écrire avant tout. C'est vrai que pour moi, c'est un mode de communication comme un autre. Et vu que j'aime écrire, j'écris des petits posts. Non, Virginie, c'est pas des petits posts. On en a pour son argent. Des sagas, t'écris. Allez suivre sur Instagram, souvent, Virginie. je mets pas grand-chose finalement, mais c'est vrai que quand il m'arrive un truc, je me dis alors ça faut que je le raconte. Et Et ça passe très souvent par te foutre la honte à toi-même. Ouais. C'est quand même, on sent que si beaucoup aussi. Et
parce que je sais que ça fait rire. Oui. Et est-ce qu'après, tu es du genre à lire les commentaires et à... Ouais, je lis les commentaires, j'essaie de répondre au maximum. J'aime beaucoup le lien que ça permet. Après, il y a aussi des travers. Hein. C'est difficile de recevoir tout ce qu'on reçoit après, tous les messages de personnes qui nous racontent leurs propres épreuves quand on n'a pas forcément les épaules. Mais j'aime beaucoup quand même avoir ce lien et savoir... ce que je sais pas, c'est comme un public en fait. J'ai le retour sur ce que j'ai produit. Donc ouais. Allez suivre Virginie Grimaldi sur Instagram. T'es sur Instagram et t'es sur d'autres réseaux sociaux? Non, je suis principalement sur Facebook, mais ça se met automatiquement et j'y vais pas vraiment. Pour les personnes les plus âgées d'entre nous, Facebook, exactement. Merci beaucoup. Il est 19h24 sur Radio Nova. Il est l'heure de celle qui se saoule de mots, de récits, de personnages, à tel point que sur son épitaphe, on pourrait mettre livre virgule. C'est Juliette Arnaud. Qu'est-ce que nous fait chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce que nous fait chier à lire, Tonton? Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Dans la vraie vie, les gens qu'on déteste, on les déteste. Et c'est la même chose pour les gens qu'on adore, on les adore. C'est simple, c'est propre, et clac, on peut fermer les tiroirs. Dans la fiction, parfois, le rangement, il est un chouille plus compliqué à faire. Et parfois, il y a des personnages féminins qu'on adore détester ou qu'on se déteste d'adorer. Vous croyez que vous voyez pas ce que je veux dire, mais si. Souvenez-vous de 2006. Meryl Streep, qui jouait jusqu'à présent plutôt des gentilles, coupe ses cheveux, les teint en gris et devient l'exécrable Miranda dans Le Diable s'habille en Prada. Et alors là, il se passe un truc de fou, complètement imprévu. L'actrice de 57 ans vole la vedette à l'héroïne incarnée par une actrice de 24. Elle joue un personnage, donc Miranda, qui est une femme de grand pouvoir dans le monde de la mode, et elle rentre directement dans la pop culture, on la cite, on la mime, et nous autres, on envisage même dinguerie de pouvoir avoir plus de 50 ans en pleine lumière. Des folles. C'est ouf. Il y a un fait notable chez Miranda, c'est que son pouvoir dictatorial ne se joue pas sur un mode bruyant. Miranda ne hurle jamais, elle parle à voix basse, murmure quasiment sur un ton égal, la mine constamment consternée, levant les yeux au ciel, juste parce que quelqu'un à côté d'elle a eu l'idée stupide de respirer. À la fin, si, elle le fait. À la fin du film, Miranda n'est pas punie pour son sens moral, au mieux discutable. Elle est assez seule, certes, mais elle est sur le toit du monde. Et je prends le pari que le modèle de base de Meryl Streep pour créer Miranda, c'est Scarlett O'Hara, qui est, à mes yeux, la papesse pour exprimer l'ennui ressenti vis-à-vis de tout ce qui s'oppose à ses désirs. Oui, Scarlett O'Hara, d'Autant en emporte le vent, film de 1939, franchement raciste. Mais voilà. Dans ce film, il y a Scarlett O'Hara, écrit au départ par une romancière, Margaret Mitchell, et elle propose ce personnage de femme ambivalente qui a fasciné littéralement des générations et des générations de spectatrices. Scarlett, elle est indiscutablement égoïste, avide, manipulatrice. Son troisième mari, qui l'aime pourtant, dit d'elle « Vous êtes égoïste et rusée, mais capable de regarder les choses en face. » Il lui dit aussi « Vous êtes une femme sans cœur, mais ça fait partie de votre charme. » Beaucoup de mais dans cet amour. Sa nourrice, qui n'est pas plus dupe que Red Butler de Scarlett, et qui est consciente du pouvoir de Scarlett sur les hommes, lui dit « T'es une mule déguisée en pur sang ». Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on s'attache quand même à elle ? En partie pour son courage féroce, sa détermination, son sens de la répartie, mais aussi, pour ses creux, pour ses manques, parce qu'elle n'a pas de douceur, parce qu'elle est fidèle qu'à elle-même, parce qu'elle ne sait pas épeler le mot empathie. Et vous savez quoi ? Ça nous change, ça nous repose. Et enfin, pour finir, si Scarlett est victime, c'est jamais que d'elle-même. Et au fond, elle s'en fout. Parce que comme elle le dit à la fin du film, demain est un autre jour. Et je parie de rechef que Margaret Mitchell avait lu un roman de 1913 qui s'appelle Les Beaux Mariages d'Edith Wharton, qui raconte les différents mariages d'une fille, Ondine Spragg, dans la haute société de la fin du 19e à New York. Ondine Spragg est une parvenue. Son père, il fait de l'argent à Wall Street, mais il a débuté. On peut dire les deux. Ouais, non, ça va pas marcher pour mon histoire. Il a débuté commis d'épicerie. Ondine Spragg, elle est jeune, elle est belle, elle est redoutable, elle est sans scrupules, sans culture, insatisfaite permanente, colérique. Et elle est neuve à New York, elle est provinciale, elle est intruse chez les initiés. C'est pas grave.
parce qu'Ondine sait apprendre, mimer, imiter. Elle veut, et je la cite, ce qu'il y a de mieux. Et cette traque du mieux se fera grâce à ces différents mariages. La première phrase du roman, sa mère est en train de lui dire « Ondine Sprague, comment osez-vous » Ben voilà, c'est ça le truc. Ondine ose, y compris le pire. Sofia Coppola, la réalisatrice, elle a une très bonne formule pour définir cette fascination trouble qu'exerce sur nous Ondine. Elle dit « On la regarde comme on regarde un accident de voiture et on ne peut pas s'empêcher de la soutenir. » Moi, je dirais même plus, c'est regarder un crash automobile et on est pour le chauffard. Je remarque que ces 3 personnages féminins, qui se marient beaucoup dans leurs histoires, ont été écrites par des autrices, les 3. Que ces 3 personnages féminins sont aux prises avec le capitalisme naissant ou flamboyant. Que c'est une guerre, le capitalisme, qui ne couronne que les impitoyables. De sorte que sur ma pierre tombale, veuillez écrire non mariée, non riche. Elle avait néanmoins hâte de boire le thé avec Scarlett, Ondine et Miranda. Juliette Arnaud, merci Juliette. Et vous pouvez retrouver la chronique en podcast, en vidéo sur toutes les applis. Et évidemment, bien sûr, faites-le. Partagez Juliette Arnaud dans tous les sens. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous serons en direct et en public du Théâtre du Châtelet pour une émission de foufou qui sera la vraie dernière. Allez, ok, allez, d'accord. Il y aura peut-être Virginie, peut-être il y aura des surprises. En tout cas, ça commencera non pas à 18h, mais à 19h. Notez bien, on va faire 19h, 23h et elle sera en direct sur YouTube. Donc voilà, ça sera la folie. 18 chroniqueurs, des lives musicaux, 2 invités, dont Éric Ciotti. Une seule de ces informations est fausse. Sauras-tu la retrouver? Non, mais ça va vraiment être une petite dinguerie, comme disent les jeunes, ou comme disent les vieux qui sont gênants. Notez donc bien 19h semaine prochaine. Et il y a des places à gagner dans la matinale de Nova toute la semaine prochaine. Donc soyez à l'écoute. Nous sommes toujours avec Virginie Grimaldi. Et j'ai remarqué que quelques titres de tes livres ont des références à des chansons. Notamment, je l'ai cité, Le premier jour du reste de ma vie. Et Que ne durent que les moments doux. De Bachung. De Bachung. Pas de Francky Vincent pour l'instant. Non, ça viendra. Mais qu'est-ce que tu aurais envie d'écouter là comme musique tout de suite, par exemple? Led Zeppelin. Led Zeppelin, Juliette Arnaud, ça tombe bien. C'est absolument ça. Mais j'aimerais tellement. C'est pas vraiment ça. Non, On ne peut pas changer au dernier moment. Sinon, surtout pas au dernier moment. Sinon, on le chante. Allez, c'est parti. Starway to Heaven. On y va. Non, on va écouter. Stairway to Heaven. Waouh. Attends, c'est le disque qui est parti ou c'est vrai que c'était moi, c'était moi. Voilà. C'est l'air, hein? Oui, bientôt la fin de Alors, il y a l'année. tout. Il y a l'air, le rythme, la tessiture de l'air. On entend même la guitare. Il faut pas me couper. Parce que sinon, il recommence. C'est un tic nerveux qu'il a. Non, allez, on va écouter un titre hip-hop du groupe. Fais comme si. Groupe Black Licious, un titre de 1999 intitulé Deception, titre qui commence avec l'avertissement suivant: Don't let money change you. J'allais dire, comme si c'était possible. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey, notre invitée Virginie Grimaldi qui est toujours avec nous et quelqu'une nous a rejoint autour de la table puisque c'est le moment de notre séquence, l'invité de l'invité. Merci d'applaudir bien fort Baya Kasmi. Salut Baya. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je suis contente. Est-ce que tout va bien? Oui, c'était très drôle. Bon. On dirait l'école des fans. Oui, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce qu'elle va nous chanter? Stairway to Heaven, on espère. Tu es Ah, voilà, enfin. Je suis venue sans mon papa. Normalement, il a un caméscope, il filme dans la salle. Tu es réalisatrice, scénariste, actrice. Première question, comment tu connais Virginie? Comment vous vous connaissez? J'ai eu la chance, en fait, d'adapter le roman de Virginie Grimaldi qui s'appelle le Parfum du bonheur et Plus fort sous la pluie. Et Titre de merde. Oui, voilà. Ouais. On a le droit de le dire. T'es assez critique sur tes anciens titres de romans. Sur certains. Alors moi, j'aime bien. Voilà. Et il y en a beaucoup qui m'engueulent quand je dis ça, qui aiment bien. Alors c'est vrai que nous, on a coupé le titre, donc c'est juste le Parfum du bonheur. Oui, t'aimais bien à moitié quand même. Voilà. Ouais, à moitié. Mais ça fait très titre de film français, ceci. Non,
Non, mais c'est génial d'adapter un auteur, surtout que déjà, j'ai rencontré Virginie grâce à ça. Donc, tu as lu le livre et tu t'es dit, tiens, ça ferait un super film. Tu l'as contacté. C'est pas moi, on m'a contacté. Enfin, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit, qui s'appelle Samantha Mazeras, qui a fait l'adaptation en tant qu'auteur. Et moi, j'ai pu le réaliser, mais c'est vrai que réaliser un film, c'est vraiment rentrer dans l'univers de quelqu'un. Et il se trouve qu'en plus, elle était là sur le tournage, elle était extrêmement bienveillante et elle ressemble à ses livres, ou ses livres lui ressemblent, je sais pas, mais enfin voilà, moi je me suis sentie bien dans ses livres et maintenant j'aimerais bien l'adapter tout le temps. Je veux vivre avec Virginie, voilà. Je suis d'accord. Et ça fait... Oh là là. Elles se sont bien trouvées, celles-là, j'ai l'impression. Et ça fait quoi, Virginie, de voir de la chair du corps à des mots? C'est hyper émouvant. La première fois que je suis allée sur le tournage, j'ai pleuré en voyant une scène jouée qui en plus n'était pas... Non, et puis Baya, alors malheureusement, j'ai commencé par le meilleur. C'est un mélo, donc c'est normal de pleurer. Ah oui, non, c'était même pas une scène particulièrement émouvante, mais de voir mes personnages qui sont nés dans ma tête prendre vie comme ça, c'était très émouvant. Et puis, elle a la particularité, et tout le monde l'a dit sur le tournage, de mettre une ambiance formidable. Tout le monde s'entendait hyper bien. C'était une colonie de vacances, donc j'allais y passer du temps puisque c'était à côté de chez moi. Mais enfin, c'est pas du tout le cinéma français. Il y a eu des agressions sexuelles ou pas? Oui, par contre. Ah, quand même, d'accord. On reste dans la tradition. Évidemment. Non, vraiment, c'était... et tout le monde m'a dit, ne t'attends pas à ce que ce soit toujours comme ça. Mais en tout cas, j'ai profité parce que c'était formidable et le résultat est magnifique. Tu viens de dire un mot, Baya, tu as employé le mot mélo pour parler du film que tu as réalisé en adaptant Virginie. Mélo, ça a été c'est assez péjoratif en France, sauf qu'entre-temps, il y a eu Almodovar qui a rendu ses lettres de noblesse au genre. Et toi, tu t'es dit, moi aussi, j'aime le mélo, j'y vais. Moi, j'adore les genres j'adore les films et les livres où on rit et où on pleure. Et c'est vrai que, comme tu sais, Virginie, comme vous disiez tout à l'heure, dans l'art, en fait, la comédie et puis le mélo, c'est-à-dire cette espèce de recul comme ça, d'idée qu'on pleure toutes les larmes de son corps, ça peut être un peu péjoratif. Mais oui, je fais pas partie de ces gens-là. J'adore ce style et puis surtout aller au cinéma ou regarder la télé pour pleurer. Je trouve ça très beau et sans second degré, contrairement aux émissions comiques. C'est vraiment du pur. On chiale, quoi. On chiale, on se. Ouais, pardon, contrairement. C'est toi le second degré. Ouais, c'est moi. Là, t'as premier. Là, c'est 4e degré. Enchanté. Salut. Moi, c'est premier degré, moi. Ah ouais. Baya, on te connaît. Mais t'as déjà une copine, donc. C'est pour ça qu'on s'est aimé tout de suite. Nous, c'est vraiment premier degré. Il se passe des choses, il y a une tension sexuelle là qui s'est passée d'un coup. Ah non, c'est que moi, pardon. Baya, on te connaît pour Hippocrate. Mais oui, dis donc, qu'est-ce qui se passe ? Mais justement, attends, on va parler de ça parce qu'on te connaît aussi pour Le Nom des gens. T'as coécrit Le Nom des gens. Alors, c'est un film. Quelle année? Je me rappelle plus. C'est quand même 2010, 2011. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Alors, pour ceux qui l'ont pas vu, déjà voyez-le parce que c'est vraiment génial. très très drôle. Donc le pitch, c'est un film sur une fille de gauche qui couche avec des gens de droite pour les faire changer d'avis. Alors. J'ai envie de te demander si c'est inspiré de ta propre vie. Oui, absolument, évidemment, parce quand on écrit d'ailleurs, c'est toujours vrai, mais Virginie. Mais non, oui, j'ai toujours aimé les putes. Je trouve qu'elles sont très injustement maltraitées. Et donc, comme j'aime aussi la politique, on a créé ce concept avec Michel Leclerc, le réalisateur, de la pute politique. De la pute militante, mais elle se fait pas payer, elle le fait gratos. Non, elle le fait pour le bien de l'humanité. D'ailleurs, le film a failli s'appeler La fille qui voulait changer le monde avec son cul. J'aimais bien aussi ce titre. Bon titre. Ouais. Et puis finalement, oui, je l'ai fait, mais il y avait trop de boulot. On avait de plus en plus de taf et je suis devenue, j'ai vieilli, je suis devenue de droite. Voilà, maintenant, je couche pour le plaisir et non plus pour sauver l'humanité. Bon, allez. Allez, il nous reste 20 minutes d'émission. On va les faire quand même, mais voilà. Quelle chaleur. Tu parlais d'argent. De la même manière. Combien tu gagnes? Non, pardon, c'est pas du tout ma question. Hyper agressif d'un coup. Non, de la même manière que Virginie, tu viens pas du tout du sérail, tu viens pas du tout d'un milieu de cinéma. Donc tu as dû faire ta place. Comment tu
Tu t'y es pris, est-ce que c'était Oui, compliqué? mais comme j'étais pute, déjà c'était malgré tout plus facile. Oui, non, je viens pas du tout de ce monde et... Donc tu t'es donné l'autorisation à un moment donné de... Oui, en fait, très naïvement, le côté premier degré aussi. Mais non, mais je suis montée à Paris, j'ai tout essayé et j'ai fini... Franchement, c'est hyper bien présenté, Baya. Alors là, vraiment, oui. Non, mais j'ai Je suis travaillé. en train de tomber amoureux. Comme ça. Bah oui, je comprends. La 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 la. Mais c'est quoi tes projets, tiens, Baya? T'as peut-être un rôle pour Emmerich dans un prochain film, non? Bah oui, pourquoi pas. Si j'essaye de faire un peu entremetteur... Non, On dit que je serai un maïs, par exemple. Voilà. Non, mais ceci dit, question premier degré, c'est quoi tes projets en ce moment? Tu travailles sur des Ouais, je travaille sur un film qui s'appelle... Enfin, j'ai plusieurs projets de films, mais il y en a un qui est une adaptation de Rose Royale, qui est un livre de Nicolas Mathieu. Et donc, c'est l'histoire d'un féminicide. J'espère que notre histoire ne ressemblera pas à celle du livre. On garde quand même l'extrait au cas où pour les archives. On ne sait jamais. Bon, merci Baya d'avoir été avec nous. On peut applaudir bien fort. Ouais, c'est une belle fin. Baya Kasmi, je pense qu'on n'aura pas mieux que ça. Continuez à suivre Baya, allez voir tous ses films. Merci beaucoup Virginie de nous avoir présenté Baya. On va se retrouver dans quelques instants, puisqu'on a fait de la publicité pour tous ces formidables films. Allez les voir dès maintenant, c'est la publicité, la vraie. 19h45 sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Notre invité Virginie Grimaldi est toujours avec nous. Et c'est le retour de celui qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment, dites donc. Alors, la synthèse parfaite entre Patrick Sébastien et Sandrine Rousseau. Autant dire qu'il se cherche encore un peu. Yann Guillarme. Bonsoir! Mais bonsoir Nova, bonsoir la gauche des winners. Fini les batoukadas avec des bolasses. Number one sur les écoutes de podcast, number one, plus gros vendeur de plages, lui, la plus grosse maison de tout le Lavandou. Virginie, plus grosse vendeuse de livres, enfin voilà. Du champagne en loge. Ça, c'est ma gauche. Ça, c'est ma gauche. Évidemment. Ouais. Enfin, attention. Ma gauche modérée. La gauche petit bras. Parce que moi, je suis dans une émission de Nova qui s'appelle La Riposte. À côté, vous êtes des macronistes, quoi, vraiment. Alors là, ah non, mais je te jure, non, mais attends, Hakim Omiri, personne ne le connaît déjà. Il a traité le Premier ministre de sale chien. Il est fou, le mec. Le public, vous encore, vous êtes un peu propre, mais là, le public de La Riposte, ils ont des cheveux bleus, des kéfiers aux couleurs LGBT. C'est antinomique, ça n'a aucun sens. Oh la vache. Vous buvez des coups à la fin. Il y a du champagne en loge, je viens de le dire, même au début. Allez, l'émission La Riposte, Hakim, il prend un verre d'eau à la fin. Putain, je suis rentré dans le showbiz pour finir mes soirées à la Volvic, moi. Ça, c'est pas ça, ma gauche. De toute façon, depuis que vous m'avez entraîné là-dedans, mais c'est fatigant, l'humour. L'humour engagé, l'humour, c'est trop... Faut détester les riches, faut détester les racistes, faut détester Pascal Praud. À la fin de la journée, t'as détesté autant de gens que si t'étais de droite. Donc, vraiment... franchement... Attends, mais c'est... Je suis fatigué. Tu te fais insulter par des followers parce que t'es pas encore assez de gauche. De toute façon, pour les gauches, t'es jamais assez de gauche. Je veux dire, je fais des maraudes une fois par mois. Je distribue des repas au Resto du Cœur. Si j'arrive et que je dis j'ai mangé un steak à midi, je suis Michel Sardou. Mais merde! Ça va pas bien, les jongleurs de feu rouge, là? Oh! Pour être de gauche, il faut quoi? Manger des graines, écouter les podcasts de LFI en fumant des roulés sur du trio? Faut être Rastaman, c'est ça? C'est ça, ma gauche? En plus, faut lire, faut s'instruire pour comprendre. Si t'as pas lu Rokhaya Diallo, tu ne peux pas comprendre la souffrance des racisés. Moi, Rokhaya, je l'aime bien, mais je préfère Rocky. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non. La culture, ça me fatigue, Virginie. Le culturisme, moins. Voilà. Pardon, hein. J'ai 44 piges, j'ai quand même pas à avoir les fins de journée d'un mec qui est en terminale, quoi. Merde. En terminale L, hein, en phase terminale, on verra plus tard, mais... Ouais, ça, c'est de l'impro, je suis pas bon en impro. Après, ouais, applaudis, t'as raison. Après, non.
Non mais c'est vrai, Guillaume, mais les gauchistes, mais vous êtes aussi intolérant qu'avec les gens qui avec le gluten. Pour vous, Trotsky, c'est un penseur. Pour moi, Trotsky, c'est une fin de journée à l'Alpe d'Huez. Trotsky, mon Yann. Allez, on va se faire une fondue. Tu juges cette blague. Vous jugez cette blague, même vous, Virginie. Alors que je vous adore. Quand vos invités de gauche s'expriment, je me sens inculte à côté. Alors que quand je suis avec mon oncle de droite, pour lui, je suis un érudit depuis que j'ai fini tous les Astérix. C'est plus simple. À côté de vous, je me sens une quiche végane, une quiche de gauche, bien fade. Tu sais, une quiche de droite, t'as de la crème, t'as des œufs, t'as du comté, des morceaux de lard. Voilà, tu vois. Moi, je sais ce que vous dites. Reste à gauche, Yann. Mais moi, mes potes droitards, ils me jugent pas. Pourtant, il y en a un de mes potes, il les juge. Donc, pour être de gauche, il faut vouloir être dans un combat intersectoriel transcompatible décolonial à tendance marxiste. Pour être de droite, faut aimer les huîtres et Véronique Genet. Donc, alors, je vais rester à gauche, mais là, je suis fatigué. C'est le premier jour de l'été, et moi, l'été, je suis de droite. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La révolution en septembre, mais là, maintenant, ça sera piscine avec de l'eau du robinet, marinade de poulet qui a jamais vu la lumière du jour, bateau diesel, on se revoit pour la révolution, mais en vacances, moi, je suis de droite. Voilà. Et ça, c'est ma gauche. Yann Guilherme. Merci, Yann. Bel effort. On te retrouve en spectacle à Paris, vendredi, samedi au Palais des Glaces. À partir de janvier, ici même à l'Européen. Merci beaucoup. On est toujours avec Virginie Grimaldi. On a parlé beaucoup de tes écrits, mais on n'a pas encore beaucoup parlé de tes lectures. Je crois que Juliette Arnaud a sondé ton âme et ta bibliothèque. Et je t'ai donc demandé, Virginie, quel livre t'était resté de l'enfance? Tu m'as répondu L'arbre de tous les ailleurs, de l'immense Enid Blyton. Mais si. Yann, tu sais ce que c'est, tu sais qui est Enid Blyton, le Club des 5, oui, les aventures de Jojo Lapin. Là, complètement. Club des 5, voilà. Alors celui-là, L'arbre de tous les ailleurs, je ne le connaissais pas. De ce que j'ai lu, c'est une bande de cousins qui découvrent un arbre magique. Encore une bande d'enfants, c'est un truc assez récurrent chez Enid Blyton. Qu'est-ce qui contient ce livre de particulier qui fait que c'est lui qui est proéminent dans ton enfance? Parce qu'il m'a ouvert vraiment à tous les possibles, justement, l'arbre de tous les possibles. Sur chaque branche, il y avait un monde différent. En fait, les enfants montaient à l'arbre et tu avais le monde, par exemple, où on marchait sur les mains et où tout était à l'envers. Voilà. Ça va, Virginie? Babylone. Le masque et la plume m'a vachement aimé. Après, personne ne nous dit qu'Enid Blyton, elle était que au thé, hein, parce que quand t'écris autant que ce qu'elle a écrit, il y a un moment, il faut de l'aide. Oui, c'est possible qu'elle ait été aidée. C'est possible. Oui. C'est un bouquin que tu as fait passer à tes enfants? C'est un bouquin que j'ai récupéré, chez mon père et que j'ai passé à mes enfants, mais bizarrement, ils l'ont moins aimé que moi. Ça les a pas emballés énormément. Je t'ai demandé ensuite quel livre t'avait donné envie de devenir une grande personne. Et alors là, t'as été catégorique, aucun en majuscule. Je me suis dit, ça m'apprendra à poser des questions débiles. Et il y a beaucoup de gens à qui j'ai posé cette question qui m'ont dit, non, mais je suis pas sûre d'avoir eu envie d'être adulte, mais ils m'ont quand même filé un livre. Toi, tu m'as dit, non, là vraiment... T'as fait un refus d'obstacle. Ouais. Oui, parce que ça avait l'air vraiment... Ça me donnait pas envie. Aucun des livres que je lisais m'a donné envie de... Après, à l'adolescence, j'ai lu pas mal de merde quand même. Pas mal de livres... De livres de merde. De livres de merde, oui. On peut pas lire la merde, sinon. Oui, c'est compliqué. Qu'est-ce que... Je lisais beaucoup de témoignages. Oui, il est tard aussi. Qui avaient eu un cancer ou de choses comme ça. Donc ouais. Je sais pas, chez ma grand-mère... Attends, parce que... On n'est pas en train d'insulter les gens qui écrivent des livres. Non, mais ça te donne pas envie de grandir. Oui, c'est sûr que vu comme ça, oui, si on dit l'avenir, c'est ça. Oui, et j'ai lu des livres de témoignages beaucoup, j'ai souvenir de ça. Et puis après, il y a eu, je me souviens, un livre assez marquant à l'adolescence, c'était de Cyril Collard. Le Monsieur des Nuits Fauves? Oui, Les Nuits Fauves. Ah, tu l'as lu aussi? Oui, toi aussi? Oui, bien sûr. Mais je l'ai adoré. Moi aussi, je l'ai lu. Il m'a vraiment marqué. Collaro, toi. Stéphane Collaro. J'aurais pu te citer Le Blé en herbe qui m'avait beaucoup plu, mais on parle toujours de celui-là. J'adorais qu'Évric il ait une émission littéraire.
Mais en réalité, c'est vrai que j'avais pas envie de grandir et aucun livre ne m'a donné envie de devenir adulte. Non, mais j'ai trouvé que c'était une réponse très franche. Et puis je me suis dit, tiens, c'est marrant, la première personne qui a le courage de me dire, bah non, vraiment, j'avais pas envie. Je t'ai demandé enfin quel livre te fait beaucoup rire. Tu m'as répondu La vie devant soi de Romain Gary. C'est rigolo parce que ce roman, il provoque également beaucoup de chagrin, beaucoup de larmes. Est-ce que toi, c'est surtout le rire que t'en retiens ? Non, je retiens les deux justement. C'est mon livre préféré, c'est celui qui m'a vraiment envie d'écrire, donner. Oh. Oui, bah il est tard, hein, de toute façon, il fait chaud. Qui m'a donné envie d'écrire quelque chose qui provoque des émotions. Parce que c'est ce que je retiens de ce livre-là, ce sont les émotions, qu'elles soient, que ce soit la tristesse, c'est une tragédie, mais c'est une magnifique histoire d'amour, et surtout il a des punchlines, enfin vraiment le phrasé de Momo, cet enfant je riais à gorge déployée, j'ai surligné quasiment tout le livre parce que tous les dialogues sont hilarants. C'est un des rares bouquins de Romain Gary qui est étudié dans les classes de collège et de lycée, donc qui s'adresse à un public. Allez-y, n'hésitez pas. On a perdu Pierre-Emmanuel, mais je ne sais pas à quel moment. Mais je crois qu'on l'a perdu il y a vraiment longtemps. Donc là, il est en train de se réciter une blague dans sa tête. Donc on va continuer sans lui. C'est pas respectueux, je trouve, ce qu'il fait. C'est bien de dénoncer, Mike. C'est super de dénoncer. Il y a toute une équipe qui bosse. On lit les livres. On en était où, Juliette? Je suis perdu. C'est ma chronique, là. C'est vrai, prépare-toi, c'est vrai que c'est bientôt. Est-ce que le fait que ce bouquin de Romain Gary il soit lu à la fois par des gosses et par des adultes, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles tu te dis ça a une valeur supplémentaire, qui soit accessible pour les uns et pour les autres? Oui, parce qu'il est universel et en effet c'est un livre qu'on avait lu, qu'on avait lu, je sais plus si c'était au collège ou au lycée, qu'on avait dû lire. Et j'étais un peu passée à côté à l'époque. Et c'est une fois adulte que j'ai compris toute sa substance. Les hommes, hein. Ah ouais. Hein ouais. Je regrette pas de pas être né homme, vraiment. J'ai rarement aussi peu regretté. Ouais, mais tous tes potes cornichons, ils seraient tout fermés. Bon, là, je crois qu'il est. Merci beaucoup, Virginie. En tout cas, merci à toi, Juliette. Merci Virginie et merci Juliette. On peut vous applaudir. C'était pas facile, car on a littéralement perdu Pierre-Emmanuel Barré, qui s'est pris un fou rire pour aucune raison. Mais c'était quand même une belle séquence. Merci pour cette poésie et cette tendresse. Poésie et tendresse. Ah oui. Ne sont-ce pas là les deux mamelles de la substantifique moelle des délicieuses chroniques de celui que nous allons entendre désormais? Bien sûr que si. Aymeric Lomprey. Ouais. Allez, l'actualité. L'actualité, elle attend pas. L'actualité, c'est pas moi qui attends une caisse de supermarché et qui est là. Et si je faisais croire que j'étais enceinte? Pardon, excusez-moi, je perds les os. Vite, il faut à tout prix que j'achète des lasagnes, des Mr Freeze et des carottes. Cherchez l'intrus. Bon, en ce moment, il y a le G7. Tout le monde voit ce que c'est, le G7? C'est pas les taxis, hein. Cette émission, c'est à la fois des infos et du rire. En plus, je réfléchissais l'autre fois, pendant que je faisais mon pilate, je me disais... en plus, si c'était les G7 au Canada, ce serait, il faudrait qu'ils mettent un tremplin, genre à Brest, et après ils prennent de l'élan à Metz, comme ça, et après ils font fou, comme ça, et ils passent au-dessus du Pacifique, l'Atlantique. Bon. On dit cette émission, c'est juste du rire, en fait. Bon, le G7, c'est les 6 présidents importants du monde et Emmanuel Macron, qui se réunissent tous les ans pour on dit cette émission, c'est ni de l'info ni du rire. Voilà, c'est un passe-temps. Non, on sait ce qu'ils font en fait. Ils font leur petit business. Tu sais, ils disent tous, ils sont là. Bon, on va forer en Afrique pour extraire les terres rares. On va bombarder les Arabes. On va donner les sous à l'Ukraine. Et Israël a le droit de se défendre. Et Macron, il est là. Oui, d'accord. Quelqu'un qui veut que je nettoie ses chaussures? Ok. Je peux aussi vous castrer le maïs si vous voulez. Alors on sait
On sait aussi que ça coûte un pognon de ouf, quoi. Parce qu'à chaque fois, en fait, ils font ça dans des lieux incroyables. Cette année, c'est dans un parc national au Canada. En 2024, c'est dans les Pouilles, en Italie. En 2021, un petit village bord de mer en Angleterre. En 2019, à Biarritz. Et l'année prochaine, c'est à Évian. Ça va, les gars, on vous emmerde pas? Hein, c'est pas qu'on n'a pas envie de payer vos cousinades, mais on n'a pas envie de payer vos cousinades, en fait. C'est quand je faisais mes chroniques à France Inter, les gens ils disaient avec l'argent des Français. Là, c'est carrément avec l'argent du monde entier. Dans 2 ans, tu vas les voir, ils vont faire ça en Martinique, ils vont être là, franchement, on réfléchit mieux en tongs. Je te jure. Je mets 10 balles, dans 20 ans, ils font des réunions en orbite autour de la Terre, comme ça. Non, mais si on veut comprendre les gens, faut vraiment qu'on les voit du dessus. Alors moi, ça me dérange pas qu'ils aillent dans les endroits paradisiaques, parce que je pars en vacances. Mais là, je pense à tous ceux qui nous regardent sur leur Samsung Galaxy rayé ou leur PC fixe. En termes de violence symbolique, c'est quasiment au même niveau que le château de vacances à Brégançon. Là. Je sais pas, tu sais, tous les présidents, tous les ans, ils vont dans leur château, voilà, au milieu de l'eau, ils sont là comme ça. Oui, oui, les Français, oui, oui, on vous a compris. On l'entend pas avec les murailles, mais sinon, on vous a compris. Hein. Franchement, faites au moins un peu semblant de comprendre les citoyens, quoi, merde. Regardez, nous 4, là, on est blindax, mais on arrive quand même à reconnecter avec le peuple, parfois. C'est les gens, ils viennent nous voir à la fin de l'émission. On est là, mais oui, Christine, je vais le dédicacer, ton t-shirt bas de gamme, y a pas de souci. Prochain G7, moi je propose Mulhouse. Voilà, un hangar, une buvette, des sandwichs chauds et beaux, et on leur dit, vous restez là jusqu'à ce que vous trouvez des solutions. Tu vas voir qu'ils vont trouver des solutions pour que la prochaine cousinade, ça se passe en Martinique. Merci de m'avoir écouté. Merci, Émeric. Émeric Lomprey, qu'on retrouve en spectacle dans toute la France, jusqu'à ce que mort s'en suive. Nous sommes encore avec Virginie Grimaldi pour quelques instants, quelques minutes. Juste le temps de te poser quelques petites dernières questions. Pierre-Emmanuel. Oui, Virginie, tu as écrit « Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Il est grand temps de rallumer les étoiles. » Ou encore « Et que ne durent que les moments doux. » Est-ce que c'est toi qui trouves les noms des émissions de Frédéric Lopez? Il faut que je réponde. Oui, il faut que tu répondes. Non. Émeric. Quoi? Bah, question. Ah oui. Si vous vouliez commencer à lire, vous conseillerez quel livre à un homme hétéro blanc de 97 kilos? C'est pour un ami. Parmi mes livres à moi? Ou non, n'importe quel livre? N'importe quel livre. Ouais, bah je suis gêné maintenant. N'importe quel livre. La vie devant soi. La vie devant soi. Impeccable. Juliette. Combien de manuscrits reçois-tu par mois alors que tu n'es pas éditrice? 5. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Donc vous pouvez grave en envoyer. Non, je ne les lis pas du tout. Si tu devais te réincarner une journée en Yann Moix, qu'est-ce que tu ferais en premier? J'irai nager sans brassard. Pierre-Emmanuel. Oui, Virginie, tu as écrit plusieurs livres pour enfants, dont Cache-Cache dans les Vosges et Un anniversaire dans le maquis corse. Qu'est-ce que t'as contre les enfants? Ils ont aimé. Impeccable. Émeric. Ouais, bah, qu'est-ce que c'est castrer le maïs? Ah, c'est vrai, on n'a pas expliqué, oui. Mais expliquons, qu'est-ce que c'est? C'est castrer les mâles parce qu'on alterne une rangée de mâles et de femelles et il faut castrer les mâles pour qu'ils ne pollinisent pas les femelles et qu'ils puissent se développer avec les fruits qu'on connaît. Oh, tu vois, c'est une émission où on apprend des trucs. Ouais, grave. C'est impeccable. Juliette. Quel est ton ratio entre tes lectrices et tes lecteurs? Oh, il doit y avoir 90% de lectrices. En tout cas, les hommes qui s'assument sont plus rares. Ils se cachent, ils m'écrivent des messages privés pour me dire qu'ils me lisent, qu'ils aiment me lire. Et quand ils viennent à des séances de dédicaces et qu'ils pleurent beaucoup et qu'ils l'ont piqué à leur femme et qu'ils ont adoré. Mais quand ils viennent aux séances de dédicaces, ils disent c'est pour ma femme et tout doucement ils me disent c'est comme si c'est quelque chose qu'on n'assume pas. C'est fou. Eh ben moi j'assume, je l'ai lu et je vais pas me leurrer. Je conseille Les Heures Fragiles de Virginie Grimaldi et merci d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Merci Virginie. C'est très bien. C'est formidable. Merci à ton invité Baya Kasmi qu'on peut applaudir également. Mathilde Larère était avec nous, Mamari, Yann Guillarme. Merci à toute l'équipe de l'Européen qui nous reçoit toutes les semaines, qui nous ont reçus toute la saison. Seb, Vincent, Nils, Barnabé, Lindsay, Julia, toutes les équipes techniques de Radio Nova, on peut les applaudir bien fort. Frédéric Antelme qui est juste là. Malo Williams, notre réalisateur, Paul à la technique. Colline, Élise, Ninon, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux, Christian à la programmation musicale, Mano et Loris pour la prod, les équipes vidéo de Goodway, Benjamin, Alban, Adrien,
notre rédacteur en chef, Ramzi Assadi, et Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud et Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison. D'ici là, amusez-vous bien, gardez le moral et vivement la dernière. La dernière.